pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Reprenons. T'as pas une gueule de porte-bonheur. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Bienvenue tout le monde à After Eight, épisode 52. After Eight, c'est le talk show qui déconstruit la pop culture. On y parle de tout, ciné, comics, séries, bouquins. Et là, cette fois-ci, on va vraiment parler de tout parce que c'est un peu la fin de l'année. C'est notre marronnier. On va parler de tout ce qui nous a marqué cette année, de tout ce qu'on a détesté aussi peut-être. Enfin, tout du moins j'espère. Je suis Daniel Andreeff et à mes côtés, j'ai deux haters professionnels. Vous les connaissez, c'est Benjamin François alias Quix. Et salut Daniel, salut les auditeurs, salut papa. Et voilà, tu as spoilé la surprise, c'est qu'on a quelle surprise le nouveau membre d'After Eight. Ce que j'aime bien, c'est que avec tant d'émissions, je suis encore la surprise du chef, et moi je trouve ça admirable. T'étais là dans 2 épisodes sur 3, mais t'es la surprise. Oui, c'est ça. Tu sais, je me demande, les auditeurs, ils doivent être là, ça se ronger les ongles, genre, est-ce qu'il sera là ou pas? Alors, ce sera une émission un peu relax, puisque Stéphane Boulet est aussi là. Et on va parler un peu de tout ce qui nous a un peu marqué cette année, de tous nos coups de cœur, évidemment de nos coups de griffe. Enfin, j'espère, parce que on n'a pas réussi à défoncer Star Wars. J'ai l'impression que vous êtes en train de vous orienter vers After Love, là. Si c'est... Non, mais si tu veux, on peut parler du dernier livre que j'ai lu. Hein. Si tu veux que je dope sur un truc, y a pas de problème. Ah, par alors, contre, tu sais quoi? Très bonne idée. Très bonne Ouais. idée. On va d'abord dire dans quelles conditions on enregistre. Papa est dans la cave. Voilà. Si vous entendez quelqu'un qui respire très fort, c'est qu'il est en train de se geler dans la cave. Voilà, j'enregistre à la cave parce que Daniel ne sait pas régler son micro, donc pour éviter d'avoir de l'écho, je suis parti à la cave. Mais je sais pas si c'est mon micro, peut-être, je sais pas. Et parce qu'il faut le dire, Daniel, tu es chez papa en ce moment. Voilà, je suis chez papa. On s'est bien amusé jusqu'à maintenant et Maintenant ça va changer, tout va malheureusement, Fini les conneries. Il a son abonnement d'un mois gratuit à Netflix et du coup on s'est dit on va regarder Bright. Ah bah oui. Et alors putain, tu sais quoi, c'est ça qui est admirable avec Netflix, c'est qu'il y a vraiment tellement de bonnes choses et puis alors quand ils foutent du pognon dans un truc pour bien le foirer, bah celui-là, Bright, c'est extraordinaire. Enfin je pense que papa a aussi envie de déclarer son amour sur Bright. Ah mais c'est je pense avec à bras ouverts l'expérience cinématographique la plus extrême que j'ai vue ces 15 derniers jours quoi. C'est vrai parce que il faut le dire, tu as maintenant on peut en parler, on en a parlé dans le dernier Super Ciné Battle. Tu as participé à mon article du meilleur du pire des comédies françaises puisque tu t'es tapé toutes les comédies avec Christian Clavier cette année puisque je t'ai dit écoute, c'est son année, il y a 4 films quand même de Christian Clavier et tu m'as fait un petit montage. Oui, c'est ça, voilà. Hardcore remix alpha. Ouais, c'est un super cut de Christian Clavier en fait. Voilà, c'est ça. C'était le moment, voilà, de rendre hommage à ce fleuron. Maintenant que Johnny Hallyday est mort, bah voilà, il nous reste Christian Clavier. Et tu sais quoi, on était en train de rouler dans les montagnes et à un moment il m'a dit, tu sais quoi, j'ai une idée de faire un remix de quelqu'un et je te spoil pas, mais tu sais quoi, je lui ai dit, écoute, je vais t'aider dans cette entreprise. Et donc ouais, voilà, 2018, on vous tease déjà des choses. Papa sera de retour. Papa le remix arrive bientôt. Je pense qu'on devrait faire un événement à chaque fois en fait. Mais on devrait faire une cérémonie en fait, tu sais. L'annoncer en grande pompe. Et donc Bright c'était pourri, hein. Faut bien avouer quand même. Oui, c'était atroce. C'est un film à la fois de SF qui essaye la métaphore des orques pour les gangs noirs de Los Angeles. C'est une très mauvaise idée. Beaucoup de choses sont des très mauvaises idées. C'est une très mauvaise idée, surtout c'est vraiment écrit avec le cul. C'est ce que je disais à Daniel, c'est que d'un côté, tu sais, t'as les orques qui sont les noirs du film, puisque t'as tout l'attiré, etc. Mais d'un autre côté, t'as les elfes qui sont une classe privilégiée qui concentre tout l'argent, tout le pouvoir, et ce ne sont que les elfes qui sont dans cette position-là. Et genre, si t'as une métaphore pour les noirs, les elfes, ça critique qui? Tu vois, c'est jeux. Et alors, il y a aussi les Je vois pas. Non mais voilà, il y a vraiment un truc, c'est genre le type, c'est même pas on critique les politiques ou les dirigeants, c'est non, on critique une race qui a un espèce de fantasme de contrôle sur la société. Les gars, je suis pas sûr que vous avez vraiment pensé à tout avant d'écrire votre scénario quoi. Je l'ai pas, les Illuminati peut-être. Non, c'est... Et puis il y a aussi les fées, puisque au début il tabasse une fée avec son balai, et je crois qu'il lui dit un truc du genre
Fairy Lives Matters ou un truc comme ça. Enfin, genre, est-ce que c'est vraiment la bonne idée, ce genre de truc en ce moment ? Alors, non mais sachez les gars que l'auteur du script, qui est Max Landis, à l'époque avait dit que si le film était bien réalisé, il tenait là son Star Wars. Le mec a supprimé le tweet depuis, et puis depuis il a sombré, là il est en train de se taper des accusations de harcèlement sexuel, donc ça va pas très bien pour lui en ce moment. Max Landis, donc le scénariste de Chronicle. Oui, et le fils de John Landis. Et vous avez, mais c'était, alors c'est votre pire film 2017 ou vous avez juste décidé de commencer en daubant un peu dessus? Alors non, alors c'est juste en fait on a passé la nuit, voilà, on a passé la nuit à regarder. C'était atroce parce que au-delà de tout ce qu'on a dit, c'est réalisé avec le cul. Enfin, c'est le David Ayer de Suicide Squad, quoi. Voilà. Parce qu'on pourrait parler de Valérian, mais on va regarder pour parler à Montluc. Voilà. Dans les daubes de l'année, je repense à 50 Fifty Shades 2, 50 nuances plus sombres, 50 Shades Darker. Oui, bon écoute. Vraiment très mauvais. Et cette fois-ci, par contre, malheureusement, je sais pas s'il y avait le mec qui riait comme un canard dans la séance, donc c'était un peu moins drôle. Il était pas là. Je repense à Visage Village aussi, tu sais, de JR et de Agnès Varda. Mais attends. Qui a des critiques dithyrambiques aux USA. Ah ouais, alors pour moi ça c'est le film à pas faire. Ah, c'est horrible, je déteste viscéralement ce film. Et je me souviens que dans la salle, en plus j'étais en projo à Cannes, je me mettais la main entre les mains sur la tête en me disant c'est pas possible ce qu'on est en train de voir, quoi. C'est d'une bêtise. Mais après j'ai l'impression d'avoir lâché toute ma hate cinéma sur les comédies, quoi. Donc je pourrais presque toutes les faire à bras ouverts, Si j'étais un homme. Ah mais non mais moi j'ai vu Si j'étais un homme à cause de toi. Je te hais, Daniel. Bon mais alors, épouse-moi mon pote. Est-ce qu'on commence d'entrée avec le flop 2017 cinématographique alors? Allez, fais péter les tiens. J'en ai plusieurs, mais je pense que mon pire flop cinématographique 2017, ça va rester Justice League, je pense. Ah ouais, quand même. Alors que Justice League, en fait, il est très innocent à côté de. Oui, mais surtout, rappelez-vous, j'en ai dit beaucoup de bien, moi, de Justice League. Le truc, c'est que les comédies, moi, je les ai pas vues, Daniel. Donc pour moi, si tu veux, Justice League, et on parle pas de déception, on parle juste de nullité, parce que j'en attendais rien, et c'est exactement ce que j'ai eu. C'était nul à yesh. Et donc oui, Justice League, ça reste mon flop 2017. Je pense que j'ai pas vu grand chose de pire cette année. Encore que j'ai vu Baywatch. Et Baywatch, c'était putain, j'allais t'en parler, il est horrible. Quelle horreur. Je l'ai vu aussi. Les 30 premières secondes et après le film, c'est la déballonnade. Ah, c'est ça, ouais, c'est bien 30 secondes. Kingsman 2 aussi, je le mets dans mes worst. Kingsman 2, j'ai passé un moment horrible, et il y a vraiment des scènes d'une débilité profonde et tu sens qu'ils sont tous là pour cachetonner. C'est terrifiant. J'ai pas du tout aimé Kingsman 2. Je sais pas si c'est encore pire que le 1, mais voilà, j'ai pas du tout aimé. Et toi, papa, qu'est-ce que tu... Donc, moi, il y a forcément, si j'étais un homme, que, n'est-ce pas, j'étais obligé, contraint, forcé, de voir. Il y a évidemment Bride dont on a parlé. Il y avait aussi un film que j'ai regardé, un autre film Netflix, décidément, ça va être leur... Ah non, attends, tu me dis pas Okja, hein. Alors Okja, c'était une grosse déception, mais c'est pas le pire film de l'année. J'adore Okja. Mais c'était The Babysitter, c'était le retour de McG. Ah mais oui, MCG, de Charlie's Angels, quoi. Ouais, Charlie's Angels, ouais. Et donc déjà, bon, moi je l'ai vu parce que tout le monde disait ah c'est super bien, machin. Je savais pas que c'était McG, sinon j'y serais jamais allé déjà. Mais c'est vraiment le pire du pire de l'espèce de faux film méta, c'est-à-dire que c'est des mecs, l'histoire, c'est un gamin qui se fait garder par sa babysitter et puis en fait il découvre qu'elle fait des rites sataniques pendant qu'il est gardé. Mais genre, c'est le film, t'as l'action, il s'arrête, ils font une blague méta, tous les personnages rigolent, l'action reprend, il s'arrête, et genre c'est comme ça tout le temps. C'est atroce, c'est hystérique, et enfin c'est horrible, quoi. C'est vraiment horrible. Et puis après comme dit, je suis allé voir le truc, j'ai vu McG et j'ai fait ah ouais, ok, tout s'explique. J'ai honte, j'ai pas détesté, moi. Ah, c'est nul à chier. Enfin, c'est vraiment vraiment nul à chier, quoi. C'est atroce. Je l'ai pas vu, donc je vous départagerai si jamais je le regarde. Ah, s'il te plaît. Et est-ce qu'on a fait le tour des grosses daubes, ou est-ce que écoute, je parce réfléchis. C'est quand même l'année de Ghost in the Shell. Ah, mais je l'ai oui, pas c'est vu. vrai qu'il y avait Ghost in the Shell aussi. Ouais, il y a eu La La Land. Enfin, on peut pas dire que La La Land soit une grosse daube, mais c'est un film il y a plein de gens. J'ai trouvé ça nul à yesh, mais j'ai trouvé ça moins nul à yesh que c'est l'année de The Last Face, le film de Sean Penn. Oui, c'est vrai. Avec Sean Penn qui envoie Javier Bardem et
Charlize Theron, je crois, ou c'est Nicole Kidman. Mais La La Land, si tu veux, on peut lui décerner le top de film le plus overhypé de l'année, par contre. Parce que, clairement... Alors non, je lui décernerai pas parce que quand même, il s'est fait quand même souffler son Oscar comme un bleu. Ouais, mais il en a eu quand même. Sur scène, ouais, mais sur scène, c'était celui qu'il devait avoir et finalement, il l'a pas eu. Et genre, on lui a donné, on lui a repris. Tant pis pour toi. Donc, du coup, je dirais pas que c'est overhypé. Mais bon, The Last Face, donc c'est l'histoire de Javier Bardem et Charlize Theron, je crois. Ouais. Et ils vont en Afrique et du coup, je crois que la première phrase du film, c'était du genre... deux pays qui s'entre-déchirent en Afrique, c'est un peu comme l'amour d'un homme et d'une femme qui ne peuvent pas se comprendre. En fait, une bêtise d'une bêtise. Et du coup, en fait, c'est leur love story sur fond de génocide africain. C'est terrifiant. C'est un des films les plus absurdes et les plus abjects que j'ai vu cette année. Et pourtant, j'en ai vu, quoi. Je crois que j'ai dépassé 100 films cette année. Ouais, vraiment, Last Face, c'est horrible. Vraiment, si tu veux vraiment faire un cadeau au poison. Et pourtant, j'ai vu Mover de Aronofsky, que j'ai détesté aussi. Et Mother, je pense qu'il est polarisant, alors que The Last Face, tout le monde est d'accord pour dire que c'est de la grosse dorme. Parce que Mother, j'ai vu des gens en dire que c'était bien. Donc, Alors, pour moi, c'est pareil que la plupart des Aronofsky maintenant. C'est, on dirait, des films d'ados. Là, il a découvert la Bible, il s'est dit je vais faire ça. Et en plus, le pire, c'est que pour expliquer son film, il a fait beaucoup d'interviews pour expliquer, mais genre, il n'y a plus aucune métaphore, quoi. C'est vraiment, c'est ça, et ça, c'est ça. Il n'y a plus aucune sensibilité. Et du coup, pour un film d'auteur qui sont vendus à 50 millions de dollars, je pense que c'est vraiment audacieux, mais ça les valait pas, quoi. J'ai trouvé ça horrible. Est-ce qu'on parlait pas un peu des bonnes surprises, parce que là, on s'est un peu lâché. Bah écoute, ouais, moi je peux commencer. Direct, Balance. ça va être Get Out, qui est sorti au début de l'année, dont je ne savais rien en y allant, dont j'attendais rien et qui m'a mis une grosse mandale et qui pour moi est clairement certainement dans le top 3 des films que j'ai vus cette année. Après, il y a parmi mes films préférés de l'année, il y en a plein qui sont pas encore sortis en France, donc je vais me les garder sous le coude pour l'année prochaine, pour les top 2018. Mais ce sera, pour moi, c'est Get Out parce que vraiment, je savais pas dans quoi je rentrais et quand je l'ai vu, ça m'a mis une bonne grosse baffe. Et non, vraiment, c'est mon film de l'année, je pense. Papa, tu partages ? Alors, on parle quoi, des films de l'année, des surprises Ouais. de l'année, c'est pas... Ouais, comme tu veux. Meilleure surprise, meilleur film de l'année. Bah écoute, pour moi, le film de l'année, ça restera Baby Driver à égalité avec Grave. Deux films qui n'ont strictement rien à voir. Ouais. C'est vrai. Autant dans le ton, que dans la mise en scène, que dans tout. Globalement, c'est complètement... Mais c'est vraiment, pour moi, les deux gros films de l'année. Mais sinon, en termes de... En plus, on a parlé des deux. Enfin, il y en a, on a consacré l'émission. L'autre, je l'avais pas dans Super Ciné Battle, donc... Je vais pas forcément revenir dessus, c'est juste, voyez-les. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de films qu'on a évoqués dans les épisodes de début d'année, donc oui, vous pouvez référer aux épisodes mais qui en parlent. sinon, sinon dans les films dont j'ai pas parlé cette année et qui m'avaient bien surpris, d'autant plus que quand j'ai cherché à le voir, en fait, j'ai vu un autre film parce que j'avais confondu les titres. Et du coup, l'autre que j'ai vu, c'était absolument atroce. Oui, c'est du coup. Non, mais c'est It Comes at Night, qui est sorti, je crois, au mois de juin ou juillet, je sais plus, quelque chose comme ça. Et qui est sans doute le meilleur film de Joel Edgerton en 2017, sachant que l'autre, c'est Bright. C'est Bright. Et voilà, enfin c'est un film, pareil, j'avais aucune idée de ce que j'allais voir. Globalement, j'avais compris que c'était un truc un peu angoissant vu la tonalité de l'affiche et du titre du film. Mais en fait, c'est même pas ça. En fait, c'est embêtant parce que j'ai pas envie de le pitcher parce que voilà. Mais c'est un film que j'ai trouvé imparfait, mais vraiment surprenant en bien. Et genre il y avait des scènes, j'étais pris à la gorge. Voilà, et j'étais vraiment super content d'avoir cette sensation de découverte totale, quoi. T'arrives, tu sais pas quoi t'attendre, et puis tu te prends une petite claque, c'est assez cool. C'est un peu le syndrome Détroit. Tu sais pas ce que tu vas Oui, voir et tu fais oh putain, je pense mais Détroit, la gueule. C'est Catherine Bigelow, je connaissais le sujet, tu vois, c'était pas pareil, c'était pas les mêmes dispositions. Là, comme dit en plus, c'était au point que j'avais même confondu les deux films, hein, donc au niveau du titre. Donc je suis arrivé complètement à poil, et donc voilà, donc It Come at Night, que je recommande. Un film où tu parles d'arriver complètement à poil pour un film. The Square, donc le film qui a eu la Palme d'Or, complètement inattendu et il m'a vraiment balayé comme on dit. C'est l'histoire d'un mec qui s'occupe d'un musée d'art moderne en Suède, si je me souviens bien, et sa vie part
part en sucette. C'est vraiment genre il est père célibataire, il s'occupe de ses enfants, mais en même temps il se fait voler son portable dès le début du film. Enfin vraiment il lui arrive plein de galères. Et c'est un film qui présente l'art moderne, mais pour une fois pas. Alors dit comme ça ressemble à une comédie française le début. Ouais, hein. non, c'est vache. Ouais, c'est un film qui a quand même eu la Palme d'Or. Une comédie française n'aurait jamais eu la Palme d'Or. Je peux t'assurer. Bah, au revoir les enfants, non, ils n'ont pas. Non, mais du coup c'est vraiment The Square m'a complètement bousculé. C'est un film auquel je m'attendais pas. C'est vraiment de l'humour, mais de l'humour très très noir et tellement noir que si tu rigoles de trucs affreux dans les films, il faut voir The Square. C'est vraiment genre The Square, c'est ma comédie, ça serait ma comédie étrangère préférée avec le dernier Haneke quoi, qui s'appelle une autre comédie. Ouais. Attends, est-ce que tu l'as vu le dernier Haneke ou pas? Non, je l'ai pas vu. Et oui, c'est ça qui est la surprenant, c'est que le Haneke qui s'appelle Happy End est terrifiant d'humour noir. C'est vraiment un des. Si tu admets qu'un film parle d'un vieil homme qui veut se suicider et d'un mec qui se fait choper par sa femme qui va sur des sites de chat internet pour des délires sadomaso, et en même temps une petite fille qui voit ce grand-père en train qui veut se suicider, qui lui demande de l'aide, et en c'est le plus, dernier clavier, ça, c'est ça. Et en plus Isabelle Huppert, donc en général Isabelle Huppert, tu sais que tu vas pas te marrer. C'est incroyable, vraiment j'ai rigolé, mais j'ai rigolé parce que c'est l'univers d'Haneke, et du coup c'est très 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 noir. Est-ce que je peux parler quand même de mon film de l'année? Mon film de l'année, c'est Lost City of Z. J'en avais parlé à l'époque de sa sortie. C'est James Gray, et c'est un beau film mais très lent, c'est très particulier, sur l'obsession. C'est un homme qui devient complètement obsédé par l'Amazonie, et du coup ça m'a complètement fasciné. En plus c'est bizarre parce que le même acteur, l'acteur principal, allait jouer dans Le Roi Arthur et la légende d'Excalibur 2017. Donc tu vois, c'est le gars de Sons of Anarchy, de Sons of Anarchy et de Pacific Rim, Charlie Hunnam. Ouais. Et du coup ça fait bizarre de le voir à la fois dans un film tout pourri cette année et vraiment dans mon film préféré de l'année. Vraiment Lost City of Z, vraiment grand film. Je pourrais citer encore dans les films qui m'ont marqué, il y a Logan quand même, qui est vraiment un bon film de super-héros. Logan, ouais. Ah bah on peut dire meilleur film de super-héros de l'année, si tu veux. Ouais, grosse claque quoi. Avec Lego Batman The Movie. Et ça dépend si tu considères John Wick 2 comme un film de super-héros. Et je voulais en placer une pour deux films français. On en a pas beaucoup parlé, mais Au revoir Léo. Et on en a parlé juste dans le dernier épisode de Super Ciné Battle en fait. Super Ciné Battle, et Problemos, qui est un peu ma comédie de l'année. Et la comédie du bon goût, on va dire. C'est vraiment une vraie chouette comédie. Je crois qu'on a fait un peu le tour des films là. Ah bah on a fait 20 minutes sur les films, donc effectivement. Est-ce que ça serait pas marrant de parler des séries, et alors là c'est papa qui m'avait suggéré ça. Ce serait pas la série, la meilleure série qu'on n'a pas encore regardée? Ouais, alors moi c'est très simple. C'est Twin Peaks. Non, c'est The Wire, que j'ai toujours pas regardé. Et qui a priori est la meilleure série, et je l'ai toujours pas regardé. Donc voilà. Donc moi c'était pas dur, à vous. Bah écoute, moi la meilleure série de 2017 que j'ai toujours pas regardée, c'est Mindhunter a priori. Ah oui, de 2017. Ah oui, parce que si on fait de 2017, j'en ai d'autres. Ouais, a priori moi c'est celle-là que j'ai pas encore regardée de 2017 et qui pourrait être dans un top éventuel. Alors moi il y a Twin Peaks que j'ai pas encore vu, et parce que je me le garde pour un moment où je serai bien luné, et je pense qu'il faut être bien luné pour Twin Peaks. Moi, je pense qu'il faut être bien défoncé, moi. Et plus proche de nous, vu que j'adore le film, je me suis toujours pas mis à Fargo. Ah oui, mais t'es une sous-merde, toi. Oui. Mais, excuse-moi de pas avoir le temps, mais j'ai vu Mindhunter, moi. T'as pas avoir le temps, le mec il va voir toutes les comédies avec Christian Clavier, il a pas le temps d'aller voir Fargo quoi. Fous-toi de ma gueule quoi. Je suis désolé. C'est quoi cette excuse de merde quoi? Je suis désolé, en plus c'est facile, c'est sur Netflix quoi. Mais oui, bon, alors, t'as juste à cliquer. S'il faut dire la série 2017 qui a l'air super top et qu'on n'a pas vu, moi je vais en placer une sur Légion alors que j'ai toujours pas vu. Ah bah ouais. Bah du coup, voilà. Légion, moi c'est vraiment le podcast des experts. Alors j'aurais bien vu ça. Ah bah ouais. Le meilleur qu'on n'a pas vu. Non mais Légion pour le coup, je peux lui en parler, enfin parce que moi, c'est celle que je mettrais en haut en haut de ma liste pour 2017 quoi. Voilà, bah, tu vois, tu peux en parler parce que je sais même pas si j'ai un top série 2017 en fait, parce que j'ai pas vu grand chose en série qui soit originale cette année, donc parle un peu de Légion. Bah du coup Légion, bah oui, donc c'est par le showrunner des premières saisons de Fargo,
déjà. Noah Hawley, tout à fait. Voilà, donc ça place un peu le bonhomme, et donc ça suit les aventures de Légion, qui est un mutant de l'univers X-Men, sauf que ça, bon, globalement, en fait, t'as pas besoin de le savoir. Ils s'en battent les couilles. Ils s'en battent complètement les couilles. Mais l'idée, c'est que voilà, c'est quelqu'un qui a des super pouvoirs psychiques, et qui, en plus, a un léger souci de personnalité, qui sont nombreux dans sa tête. Et le pitch c'est ça, et globalement la série adopte complètement ce point de vue, c'est-à-dire un espèce d'univers complètement baroque, complètement décalé, et à la fois doudingue, et à la fois vraiment parfois très très dur, où en fait tu sais jamais trop si t'es dans la tête du personnage ou pas, si ce qui se passe réellement ou pas, ce qui est passé avant, après, enfin une espèce de côté kaléidoscope. Vraiment, c'est vraiment un espèce de qualité. Et en même temps, tu t'as pas le côté, la facilité que t'as chez certains à faire un truc qui est complètement éclaté, et qui en fait du coup n'a strictement aucun sens, et qui est juste là pour faire genre. C'est-à-dire que là, c'est que t'as vraiment le côté kaléidoscope puzzle, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu prends le temps de t'investir dans le truc et de remettre les pièces ensemble, tu vois que ça a une vraie cohérence, une vraie logique, et surtout que t'as des vrais arcs d'évolution pour les personnages, quoi. Et voilà, et visuellement, t'as des trucs vraiment magnifiques, quoi. Alors, donc moi, je suis un amoureux de Legion, enfin pas un amoureux, mais plutôt un amateur du personnage. Enfin, je connais tout l'univers dans les X-Men, le fils du professeur Xavier, et le fait qu'ils aient tout bazardé et qu'ils ont fait un peu à la propre sauce, pourquoi pas. Mais par contre, j'ai trouvé, pour avoir vu les deux premiers, peut-être que je me trompe et je continuerai à l'occasion, et il faut dire qu'il y a quand même eu beaucoup de séries pourries, enfin il y a trop de séries pour s'attarder sur un truc qui t'accroche pas tout de suite. J'ai trouvé que ça se croyait un peu trop malin par rapport à ce que c'était, mais j'ai juste une impression sur les deux premiers épisodes. Bah alors ne regarde surtout pas Twin Peaks saison 3. je note ton conseil. Donc papa, est-ce que Légion est ton top 2017 en série ? Bah en top, en série neuve de 2017, comme j'ai pas vu Manhunter, oui, je pense que c'est ce qui se place en tête, quoi. D'accord. Daniel, tu peux placer le tien, parce que moi je viens de me trouver un top 2017 série en fait, mais je peux le garder pour la fin. Bah alors il y en a eu plusieurs, il y a eu Better Call Saul pour moi. Mais c'est pas une série de 2017. Ouais, mais saison 3, moi c'est une série que je défends, je trouve que c'est extraordinaire. Mais Mindhunter était vraiment très très chouette, j'ai vraiment accroché. Et sinon, si on peut admettre que c'est pas une nouvelle série, mais c'est presque un retour pour moi, j'ai regardé le crossover Crisis on Earth, Earth X qui réunit Arrow, Flash et les super-héros d'ici de la CW. Ouais, tout le CW-verse. Et c'était hilarant en fait, parce que en fait c'est un monde parallèle et avec que des nazis. Il y a Supergirl nazi, il y a Arrow nazi, et c'est que des fachos, et ils débarquent dans le monde. Il y a PewDiePie nazi. Non, et il y a que les héros CW qui arrivent en version nazie. C'est vraiment bien foutu. Alors, je dirais pas que c'est de la bonne série. Et bien évidemment, bien foutu à l'échelle de CW. Hein. Ouais, voilà. On reste dans des standards visuels qui demandent beaucoup d'indulgence. Ah, tu serais surpris à quel point ils y mettent beaucoup de passion et d'inventivité mais rapport aux moyens qu'ils ont, quoi. Je pense que Fabio Antonente met aussi beaucoup de passion dans ses films. Attention, ça n'a rien à voir. T'es dégueulasse. Mais en tout cas, alors je dirais pas que c'est extraordinairement fait, mais par contre, il s'est fait avec relativement d'intelligence. Il y a plein de sous-textes étonnants qui sont pas toujours dans la BD. Il y a beaucoup de sous-textes sur l'homosexualité, qui a beaucoup moins dans les BD qui concernaient. Et en fait c'est génial, quoi, de voir Supergirl qui affronte la Supergirl nazie. Il y a vraiment une espèce d'euphorie que j'aurais adoré voir si j'étais môme. Je pense que si j'étais môme, c'était non seulement ma série de l'année, mais l'événement culturel de l'année, quoi. Je crois que ça aurait été vraiment le pinacle de 2017. Sinon en autre série, moi j'en ai une, je peux en parler pendant que tu cherches. Moi tout simplement le reboot de DuckTales. Donc a commencé cette année et qui est extraordinaire, avec vraiment une recaractérisation des personnages qui est super intéressante, avec Riri, Fifi et Loulou qui pour une fois ont 3 personnalités bien distinctes. On peut vraiment les différencier, avec une forte présence de Donald, et ça évidemment ça me fait énormément plaisir. Et puis ouais, ils ont vraiment bien géré le reboot des personnages. La nouvelle Webby est formidable. Elle est vraiment bien. Ouais.
Et puis même Flagada Jones est très drôle. Tu sens que le personnage il s'en garde sous le coude en lui inventant une backstory. C'est à chaque fois un personnage, c'est même pas un personnage B dans les épisodes, c'est un personnage C super mineur, mais à chaque fois il lui arrive des trucs super drôles où tu te dis que voilà, un jour il y aura un épisode dédié à ce personnage-là, à Launchpad. Mais ouais, vraiment, c'est une série très inventive, très drôle, qui a 2 niveaux de lecture la plupart du temps, pas tous les épisodes, mais il y en a certains qui ont 2 niveaux de lecture. Et puis ouais, ça se regarde par petits et grands, c'est vraiment super. Moi je suis en amour devant ce reboot de DuckTales, alors que j'avais quand même un peu peur. Et ouais, je suis à fond dedans. C'est d'autant plus surprenant parce que vraiment ils explorent complètement les mythes, mais en même temps ils incorporent le canon de Karl Barks, mais en même temps ils incorporent aussi celui de Don Rosa. C'est vraiment très très intelligemment construit. C'est très respectueux, ouais. Et vraiment tu sens l'amour pour les personnages des mecs qui sont derrière ou des nanas qui sont derrière cette série. Vraiment, c'est fait dans l'amour des persos et donc c'est vraiment super. Alors je suis sûr qu'il y a eu de l'amour des persos par exemple, mais par exemple si tu pour un autre produit de fiction qui a un peu exploré son origine, comparé à Alien Covenant par exemple qui est sorti cette année. Ouais, on revient pas sur les films, on a déjà fait assez longtemps sur les films. Alors, on va reparler de Valérian. Hein. C'était mon top. Est-ce qu'on fait les flops séries ou est-ce que tu veux encore placer un dernier top, Daniel, en série? Non, allons-y, flop série. Flop série, je pense que c'est Defender. Non, moi c'est Iron Fist. Hein. Ah, plus Iron Fist. Defender. Ouais. Ça dépend devant laquelle j'ai plus dormi. Et je crois que Defender, elle était plus courte, mais j'ai plus dormi sur les 8 épisodes, quoi. Et justement, moi, je place Iron Fist en pire parce que c'était 13 épisodes et qu'il n'y avait même pas les autres persos. Alors que dans Defenders, il y avait au moins Jessica Jones et Daredevil que j'aimais bien. Et puis, il y a quand même eu le passage où il pète la gueule à Iron Fist et où il le ligote. Et rien que ça, c'était, voilà, ça m'a fait plaisir. Parce que Iron Fist, c'est lui tout seul, était censé être pour lui, c'est censé être le héros. Dans sa série, il est un putain de supportable. Donc j'ai vraiment détesté du début à la fin Iron Fist. C'était vraiment le pire truc pour moi. Et surtout, il se bat comme une poupée de chiffon. Ah non, mais il sait pas se battre en plus. Voilà, mais dans la série Defenders, il perd tous ses combats, on le rappelle. Hein, c'est ça qui est extraordinaire. Donc voilà, ça c'est mon flop. Moi c'est Iron Fist. Toi c'est Defenders. Papa, tu as un petit flop différent ou la même chose? J'ai déjà suggéré. C'est Twin Peaks saison 3. Parce que déjà c'est le retour de Twin Peaks, donc c'est le truc. C'était très attendu. C'était très attendu, puis en même temps tu l'attendais plus. Enfin, tu sais, t'avais vraiment ce côté. Et ouais, tu sens qu'on a passé un cap, c'est-à-dire elle est lointaine l'époque où David Lynch sortait Firewall With Me, puis tout le monde lui chie dessus. Aujourd'hui, c'est l'exact opposé. C'est-à-dire que tu peux vraiment plus rien lui dire. Et pour le coup, c'est David Lynch sans contrainte, mais dans ce qu'il y a de pire, quoi. Et voilà, quand je parlais de mecs qui font des trucs juste parce qu'ils peuvent le faire, mais qu'au bout d'un moment, ça sert plus à rien. Twin Peaks saison 3, ça se pose là, enfin... Il y a des épisodes entiers où tu vois un mec qui remplit des contrats d'assurance. Voilà, c'est pour te situer. Solde, je regarde ce soir. Pour te situer le niveau d'intérêt du truc, mais enfin voilà, il y a et en plus niveau traitement des personnages et tout, enfin il y a vraiment des, il y a quelques fulgurances, il y a quelques trucs. En fait, c'est surtout il y a des trucs que tu te dis oui. C'est cool qu'ils puissent se permettre ce genre de choses à la télévision. Honnêtement, effectivement c'est cool. Par contre, est-ce que ça a servi à quelque chose? Est-ce que ça vaut le coup de se taper 18 épisodes qui sont mordus, hein. 18 épisodes d'1 heure pour 5 minutes honnêtement non. Enfin vraiment, j'ai lâché avant la fin parce que ça m'a tellement saoulé. Bien Mulholland Drive et... Oui, mais Mulholland Drive, ça va quelque part, ça a un sens. Et puis surtout. Enfin, je veux dire la période où il était le moins narratif, il était de moins en moins narratif, quoi. Bah, Mulholland Drive, c'est un film en plus que je trouve ultra limpide pour le coup, et c'est même pas tant ça le problème, c'est que Mulholland Drive, t'as une mise en scène complètement maboule qui justement te conduit à faire du sens et puis à créer des choses. Là t'as des épisodes entiers qui sont mais dégueulasses visuellement et d'un point de vue mise en scène. T'as une espèce de non-mise en scène absolue à certains moments. Enfin, c'est limite du foutage de gueule, quoi. Enfin, voilà. Donc après, c'est rigolo parce que t'as David Lynch qui siffle du Rammstein sur fond d'explosion nucléaire. Ok, non mais en plus ça pareil, j'invente pas, c'est une scène qui est tirée du truc. Ça c'est old, hein. Ça j'ai envie de le voir. Non mais la scène elle est rigolote parce que tu connais David Lynch, parce que tu connais le truc, mais au bout d'un moment tu te rends compte que oui, il s'amuse, il se fait plaisir, c'est pareil. Il convoque plein de groupes cool pour chanter à la fin de ses épisodes. Il y a Nanny Schnell dans un épisode, je crois. Ouais, c'est ça, c'est juste dire ouais, on est potes, ils viennent et ils font un bœuf pour moi. Ok. Elle est cool ta vie, super, ça me rappelle le spectacle de Jamel Debbouze, il passe 2 heures à nous apprendre que sa vie est formidable. Ok, rien à branler, quoi, vraiment. Il faut te parler de sa vie hein, dans un stand-up.
Oui, non, mais à ce point-là, c'est pas la peine. Enfin voilà, donc du coup, c'est épuisant, puis enfin voilà, c'est vraiment gonflant et puis voilà, et je trouvais qu'il y avait vraiment un ressort de l'ignorance du spectateur aussi, c'est-à-dire que ils étaient dans plein de petites micro-références et ils s'amusaient à les distiller en se disant haha, les gens vont pas comprendre ce que je veux dire et tout. Enfin, il y a vraiment un truc, ça m'a gonflé au plus haut point, quoi. Quand un jour où je serai bien luné, je me la ferai. Ouais, c'est surtout qu'il faut pas être bien luné, faut avoir un stock de Red Bull en fait. Un stock de Red Bull et ta Switch et ta Switch. Je m'endors facilement. Ouais, et ta Switch sur les genoux pour avoir quelque chose à faire en attendant, tu vois, c'est limite ça. Non mais c'est-à-dire, c'est pour dire à tel point la connerie de certains passages, c'est que c'est une série qui à un moment donné tue un gosse pour rien. Juste parce que on peut se le permettre. Attends, qu'est-ce qui est pas positif là-dedans? Non mais vraiment, ça commence comme Alien versus Predator, hein, ce que tu me racontes. Ça commence comme Volte-Face. On tue un gosse et hop. Non mais là, il tue un gosse parce que il peut se le permettre. Et genre, on est encore en 1990, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est le genre de truc qui est plus du tout tabou. C'est-à-dire que c'est une série qui a été faite en 2017, comme si tout ce qu'il y a eu entre 2000 et 2010 n'avait jamais existé. C'est vraiment un truc genre. Alors, ah oui. Je pense que pour David Lynch qui n'a pas la télé, je pense que c'est le cas. Non mais bien sûr c'est le cas. Mais après j'ai pas vu encore. Non mais c'est vrai, je pense que c'est peut-être là, mais c'est vraiment l'impression que c'est-à-dire que à ce côté, le mec il essaye de gagner des combats qui ne sont plus à mener. Enfin tu vois, il y a vraiment ce côté-là et. Tu vois, c'est comme les gens qui disent ah là là, le jeu vidéo il va gagner mais il faut le soutenir et tout ça. Voilà, c'est oui, ça. Non mais c'est vraiment ce que tu veux dire. C'est vraiment l'esprit, c'est vraiment c'est genre oui, on fait des trucs pour faire bouger les lignes alors que tes lignes, mec, ça fait 10 ans qu'elles ont bougé. Tu vois, c'est donc voilà, il y a 2 saisons on cramait des gamins en place publique par son père en personne. Enfin voilà, donc c'est ou dans Game of Thrones. Oui non mais justement c'est ça dont je parle. Donc au bout d'un moment c'est vraiment ce côté mec, tes combats t'as pas besoin de les livrer, on les a déjà gagnés, on s'en fout, tu n'apportes rien de plus. Fais quelque chose quoi, mais pas ça. Je voulais juste en placer une autre, c'est par contre une série que j'ai beaucoup aimée, saison 2 de Master of None. Je trouve ça brillantissime. Ah oui, oui, je pense que plusieurs de mes épisodes préférés de tous les temps sont dans cette série. Je pense à l'épisode de Thanksgiving. L'épisode du date était très très bien aussi. L'épisode du date est vraiment super. Et l'épisode de New York où il y a presque pas les héros en fait est vraiment brillant. Mais l'épisode de Thanksgiving, je pense c'est un de mes moments de fiction préférés de tous les temps en fait. Je crois que c'est un de mes épisodes genre je le mets aux côtés de Battlestar Galactica et de gros trucs quoi. C'est vraiment. Et c'est un épisode en plus qu'on peut regarder sans avoir regardé le reste de la série, l'épisode de Thanksgiving. Ouais. C'est ça qui est le plus incroyable. Ouais. Alors tu connais mieux les personnages si évidemment t'as regardé le reste de la série, mais c'est vraiment un épisode qui est à part quoi et qui est vraiment super. Et c'est ça qui est génial avec ce mec, avec Aziz Ansari, c'est qu'au fur et à mesure, il maîtrise de mieux en mieux l'écriture, les séries, tu le vois vraiment grandir et pousser son art à un niveau vraiment au-dessus de ce qu'il y avait et dans saison 1 et dans ses stand-up. Je trouve ça passionnant en fait à voir et honnêtement je trouve ça bouleversant quoi. Quand il réussit des trucs, c'est vraiment extraordinaire. Alors évidemment ça commence très doucement la saison 2 et puis au fur et à mesure ça commence comme un pastiche des films italiens en noir et blanc. Et après vraiment ça décolle. En italien en plus. Ouais. Et ça décolle d'une force vraiment, c'est très extraordinaire série Netflix d'ailleurs je crois. Est-ce que je vous sens été là, je vous sens chaud, je vous sens chaud bouillant là, les séries ça vous a bien. Ah, moi je suis remonté à bloc moi. Ouais. Quelle est ta personnalité la plus haïe de l'année? Moi, la personnalité la plus haïe de l'année? Ouais. Il y en a beaucoup. À part Daniel. Oui, à part Daniel. À part papa. À part Daniel qui t'a fait regarder tous ces films de merde. Ah non, moi je t'ai pas fait regarder une seule comédie avec C'est vrai. Non mais toi t'es un gentil. Même il t'a écouté, ça suffit. Non, il y a eu beaucoup de personnalités détestées de l'année. T'as le droit aux politiques. Hein. De toute façon, ça va jouer là-dessus. C'est soit Laurent Wauquiez, il était sympa. C'est soit Laurent Wauquiez, soit Donald Trump. Mais on touche pas à Jean-Louis Debré. En fait, j'ai un trio. J'ai Laurent Wauquiez, Donald Trump et Eugénie Bastier. Et voilà, à partir de là, tu choisis ce que tu veux. J'allais dire, si tu prends Trump, je prends Eugénie Bastier. Voilà, choisis tes armes, camarades. Mais du coup, je vais prendre Wauquiez. Voilà, comme ça, c'est fait. Voilà, enfin, c'est mon président de région, Lolo, qui. Ah, et c'est quoi? Non, tu rigoles. Là où je suis en ce moment, c'est la région Wauquiez. C'est la région Wauquiez et c'est l'homme. Putain, je retiens ma respiration. C'est l'homme qui
est tellement creux qu'il a besoin de se teindre les cheveux en gris pour qu'on le prenne au sérieux, tu vois. C'est... Non, mais maintenant, ils sont vraiment gris, là, je crois. Non, mais maintenant, oui. Enfin, bref, je sais même pas par où commencer. Tellement ce type est abject et. Pourtant, c'est lui qui va reconstruire la droite et tu vas reprendre foi en la droite. Non, il va pas. Il va reconstruire l'extrême droite. Ça, ok, on a bien compris. Il est bien parti pour y arriver. Non, mais j'espère qu'il va se faire renverser par un camion, qu'il va perdre l'usage de ses 2 pieds et qu'il va arrêter de nous faire chier. Putain, c'est viscéral. Voilà. Ah, ok, tu le détestes, ok. Oui, je le déteste. Toi, tu choisis quoi, Quix, déjà? Écoute, moi, un truc moi, encore j'ai- plus peace and love que quelqu'un qui va se faire renverser par un camion. J'ai le choix entre Donald Trump et Eugénie Bastier, donc si tu veux, ça va être. Garde-toi Écoute, Trump pour un autre jour. D'accord, bah écoute, je vais prendre Eugénie Bastier, alors du coup, qui, pas plus tard qu'aujourd'hui, il y a quelques heures, a encore fait des siennes, puisque elle se retrouve à soutenir Julien Rochdy dans un tweet. Un tweet où Julien Rochdy, donc on le rappelle, c'est le président du Front National Jeunesse, ou ancien président du Front National Jeunesse, et qui donc tweet un truc où il décide de poster une photo d'un Asiatique en l'appelant Chong, et qui évidemment se fait tomber dessus, et là il dit, bah Comme dans un clip de écoutez, PNL, quoi. c'est son prénom alors que c'est pas du tout le prénom du gars, oui, comme dans un clip de PNL. Et Eugénie Bastier qui arrive à sa rescousse en disant oui, c'est comme si tu prenais un français et que tu l'appelais Robert. Et voilà, et Ah voilà. bah non, le non, c'est niveau pas du tout la où même on en chose. est. Non, parce que moi, ça Et m'arrive donc- d'appeler Papa Robert. Hein. Mais voilà, bon. C'est pas du tout méchant. Il fallait pas être devin pour se rendre compte que Bastier, elle était pas juste à droite, mais qu'elle était d'extrême droite. Bon, bah là, voilà, on en a l'illustration directe. Bon, bah, partons de là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi Moi, Le Figaro a recruté encore une personnalité d'élite. vous me mettez la pression parce que moi, je voulais juste remettre une couche sur Morandini. C'est une année où on n'a pas parlé de Morandini. Morandini, c'est notre best-of. C'est notre épisode le plus téléchargé de tous les temps. Le truc qui m'impressionne, enfin, je veux dire, comparativement à vos deux gars, il est moins nuisible. Enfin, je veux dire, il a pas d'idée. Donc, déjà, il a juste une attitude, il a juste son professionnalisme à lui. Mais moi, ce qui me choque, c'est que je prends ça sur une année durant, c'est-à-dire entre la rentrée et aujourd'hui. Le mec, on a cru que c'était fini là. Ça y est. Il avait les poursuites et il avait et on lui promettait quand même une émission, un JT. Je l'ai regardé, hein, c'est vraiment de la merde. Hein. C'est vraiment du Star People News sur une chaîne de télé à 11h. C'est vraiment sur une chaîne de télé d'info en plus, tu vois. C'est vraiment pathétique. Mais est-ce que c'est pas un placard quelque part? Non, c'est pas un placard. Il a son émission. Il a une audience vraiment? Il est trop content. Ah bah non, mais c'est une chaîne de télé d'info, c'est autre chose. Ouais. Mais le problème, c'est qu'on lui donne de l'audience, on lui accorde. Alors qu'on pensait que ça y est, c'était fini. On ne l'entendrait plus, mais il continue encore. Il est insupportable. Et alors, c'est vrai qu'il est moins néfaste, il est moins vindicatif que Vodegus. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est que quand t'es protégé par un patron de chaîne et qu'il a plein d'argent, il est indéboulonnable. Et on le voit aussi, pas lui, mais on voit Hanouna, enfin, je veux dire, rien que pour citer Non, ces mais gens-là. quand on voit que même France 2 a besoin d'un prétexte pour virer Tex, t'imagines, c'est un mec aussi protégé que Morandini quand même. Oui. Ou j'ai vu que Koé s'est pris un amende de 1 million d'euros pour un canular téléphonique vraiment pourri enfin. Alors attends, oula, Koé qui fait des canulars téléphoniques pourris. Attends, Oui, ça genre, coup. ce qui est génial, c'est qu'ils ont attendu celui-là pour lui donner 1 million. Je sais pas s'ils ont pas fait le comptabiliser de tous les canulars. Ils ont dit non, on va lui filer 10 000 euros d'amende par C'est comme dans canular pourri. certains états des États-Unis où tu sais les peines sont cumulatives. Tu te retrouves avec tu prends 500 ans 20 de prison. Là, c'est 500 ans de prison. Bah pareil. Mais pourquoi je fais du Morandini plus que les autres et Hanouna, je m'en bats les steaks. Mais c'est parce que lui, il s'est accroché. En plus, il y a des gens qui ont fait grève, qui ont mis des questions de principe et sans parler Attends, de... ils ont sabordé iTélé pour Morandini quoi. Enfin, clairement, c'était c'est- Oui, vraiment... littéralement, non, oui, ils ont ouais. profité en plus du fait que les gens fassent la grève pour virer les gens et pour remettre les choses à plat et c'était l'exode et au final c'est horrible parce que tu le vois là et c'est les méchants qui gagnent. C'est le nouvel ordre là. C'est On a dit qu'on parlait pas de nouvelles. On a dit qu'on parlait pas de Trump, Daniel. On a dit qu'on parlait pas de Star Wars. Voilà. Non mais vraiment. C'est Hydra qui a gagné. Non mais voilà, c'est Hydra, c'est les méchants et ça me dégoûte encore plus parce que si j'allume ma télé sur iTélé à 11h, je sais que je vais voir sa gueule et je suis dépité quoi, je suis dépité. On n'a pas réussi à le déboulonner, on n'a pas réussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, on a merdé.
Mais Pourtant, oui, qu'est-ce qu'il en est on de a cette fait un affaire des faucons? Est-ce qu'il y a eu un procès? Est-ce qu'il y a eu quoi que ce soit Non, derrière? je crois qu'il y a eu beaucoup de non-lieux et je crois qu'à force de faire des procédures sur procédures et de toute manière je suis pas j'ai pas suivi toutes les procédures. Bah du coup, quoi qu'il arrive, ils lui ont filé son démission alors qu'il était mis en examen quoi. Mais visiblement ça ne suffit pas. Et je me demande qu'est-ce qui va suffire. Un camion. Un camion, pareil. Pouf. Ou une blague comme Tex. Écoute, moi, ayant failli voir un type qui est suspecté très fortement de pédophilie, failli être élu sénateur, écoute, moi maintenant je ne m'étonne plus de rien. Jusqu'où il faut aller, surtout, être failli et surtout il être faut soutenu par tout son camp. Il faut que tu dises de bien qui sûr. tu parles pour nos auditeurs. Alors je parle de Roy Moore qui a failli être élu sénateur en Alabama et qui finalement a perdu face au candidat démocrate. Et Roy Moore était accusé par 9 femmes d'agression sexuelle et Alors qu'elles étaient mineures. Et quelques-unes étaient mineures à l'époque des faits. Et sa défense était catastrophique du début à la fin. Mais évidemment, pour son camp, ce n'était que qu'affabulation dans le but de le détruire politiquement. Et il faut savoir qu'à cette heure, à l'heure où nous enregistrons, il n'a toujours pas concédé sa défaite. Donc non seulement c'est un pédo, mais en plus c'est un mauvais perdant. Il va nous falloir beaucoup de camions, les gars. Vraiment beaucoup. Bon, on a choisi nos trois figures. Je peux dire, Trump a eu chaud, quoi, quand même. Ouais, mais lui, c'est pour l'ensemble de sa carrière. Je pense que, tu sais, lui, Trump, ce sera encore celle de l'année prochaine et de c'est ça. dans 2 ans. Ce que j'allais dire, c'est que le problème de Trump, le vrai problème de Trump, c'est que tu te dis que 2017, c'est peut-être pas sa pire année. On sait pas du tout. C'est son tour de chauffe. On sait pas du tout ce qui va se passer l'année prochaine et on sait même pas si on sera encore là pour en parler en décembre 2018. Hein. Donc, voilà. C'est vraiment, je pense que c'est ça aussi. On se garde parce qu'on sait, tu vois, on voit le talent de l'artiste, tu sais. Benjamin, tu t'es retenu de parler de Trump pendant beaucoup d'épisodes, je le sais, parce que parfois je disais ouais Molo, on va pas faire Trump tout, on va pas faire tout. Je le sais, hein, je m'en veux presque de t'avoir dit non Molo et tout. On va pas tout le temps ouvrir sur non, mais le dernier truc. C'est pas plus mal, tu sais, c'est mais que là, j'en parle déjà régulièrement avec les collègues, j'en parle avec les amis, donc si je peux avoir l'émission qui soit ma bulle d'air pour ne pas en parler. Là, quand j'étais il y a pas si longtemps au Comic Con de New York, je logeais chez un ami et je sais à quel point ça t'oppresse parce que les mecs allument leur télé, ils regardent les late shows enregistrés et ils parlent tous de ça. Mais c'est tous les jours, il y a un nouveau truc. Tous les jours. Et du coup, comme c'est la fin d'année et c'est peut-être l'occasion, c'est quoi le pire truc pour toi? C'est quoi ton best-of? Le meilleur? Le pire truc qu'il ait fait cette année, le pire honnêtement, il y en a tellement, c'est difficile, mais moi je peux te dire de tête, je te dirais que je mettrais quand il a défendu les nazis lors de la manifestation de Charlottesville en disant qu'il y avait des gens bien dans les deux camps et des gens pas bien dans les deux camps. Et là, je pense qu'on avait franchi un nouveau cap. Je pense que c'est le pays qui a vaincu Hitler. Et puis là, il est descendu très bas là. Le type défend les néo-nazis en disant qu'il y a que les problèmes venaient des deux camps. Enfin, c'était pas imaginable. Surtout qu'il lui suffisait de dire un truc, mais d'où on est tombé, quoi. Où on est arrivé, quoi. On va essayer d'être un peu plus positif là d'un coup. Alors, sur quoi on bascule? Est-ce que parlons jeux vidéo peut-être? Bah si tu veux, tu veux faire meilleur jeu ou tu veux faire une catégorie un peu? Balance ton jeu de l'année. Bah mon jeu de l'année, je viens d'y rejouer la semaine dernière, je vais être vachement original, c'est The Legend of Zelda Breath of the Wild. Mais ouais, brofist. J'ai joué là 10 minutes avant l'enregistrement. En y ayant rejoué la semaine dernière, je me suis rendu compte d'à quel point ce jeu était extraordinaire. J'ouvrais ma carte et j'activais le mode où tu peux voir où est-ce que t'es allé, où est-ce que t'es pas allé, qui me semblait un peu inutile à l'époque où il était annoncé, et maintenant je me rends compte de la puissance du truc, c'est que je me rends compte qu'il y a tellement de trucs sur la carte où je ne suis jamais allé. Moi je suis toujours sur ma première partie, hein, je vais pas recommencer, mais je me rends compte qu'il y a des tonnes d'endroits où je ne suis pas allé. Alors que tu vois, j'ai fait le jeu quasiment, enfin j'ai pas fait à 100%, alors, j'ai pas toutes les noix Korok machin là. J'ai lurké, t'as fait plus de 120 heures de jeu. Ouais, j'ai fait plus de 120 heures de jeu. J'ai tous les temples. J'ai fini le DLC 2, j'ai récupéré la moto. J'ai pas fait la quête de l'épée là, du DLC 1, je suis pas allé au bout, mais je vais essayer de le faire. Mais voilà, tout ce qui me manque, c'est les noix Korok. Mais du coup, en complétion du jeu, je suis à moins de 50%. C'est ça qui est ouf. Je ferai pas les noix, hein, ça sert à rien, donc je ne le ferai pas. Mais voilà, c'est un jeu qui est
extraordinaire dans sa construction. C'est un jeu qui, je peux comprendre qu'il est déçu des gens parce que les donjons c'est plus ça. Mais c'est pas un jeu de donjon, c'est un jeu d'exploration. Voilà, c'est vraiment un jeu qui est une ode à l'aventure, un appel à la promenade, à l'exploration, et qui m'a tellement rappelé le bonheur, le plaisir que j'avais pris sur le tout premier Zelda sur NES, parce que j'avais passé le plus clair de mon temps à chercher ces putains de palais parce que je savais pas où ils étaient. Et ouais, c'est mon jeu de l'année. C'est vraiment un jeu qui m'a donné du plaisir comme peu d'autres l'ont fait avant. Et qui est hors norme en fait. Je te rejoins complètement, là j'y rejouais là, et en fait c'est ça qui est extraordinaire, c'est que les autres jeux, tu fais le bilan de ce qu'ils t'ont apporté, mais Zelda tu regardes ce que ça t'apporte encore, quoi. Et c'est tellement énorme, c'est tellement vivant, il y a tellement de choses à faire, et en même temps c'est jamais un jeu qui te prend par la main, c'est un jeu qui te laisse découvrir ses propres mécaniques, sa propre physique aussi, puisque je redécouvre la physique, mais à chaque fois que je découvre quelque chose que je ne connais pas, il y a toujours une nouvelle manière d'appréhender l'environnement. Et je pense que c'est un jeu non seulement qui fera date, mais en plus qu'on enseignera dans les écoles, quoi. Oui, il faut qu'on en... De toute façon, je pense que dans les écoles de game design, on l'enseigne déjà. Il a ringardisé tous les autres open world, quoi. Voilà, et tout ce que tu dis, c'est complètement vrai, je suis évidemment entièrement d'accord, et surtout, il faut bien voir qu'on sort de Skyward Sword, qui est l'exact opposé de tout ce que tu viens de dire. Skyward Sword, c'est le jeu qui te tient par la main, qui passe 3 heures à t'apprendre toutes les mécaniques du jeu avant d'enfin te lâcher, même pas dans la nature, parce que c'est un faux open world, avec des couloirs de partout. Alors là, oui, pour le coup, il y a des donjons, mais c'est des donjons qui, en plus d'être courts, parfois sont pas géniaux. Alors, il y en a qui sont bien, mais la plupart, la moitié sont pas géniaux. Ouais. Enfin, tu vois, Skyward Sword, c'est mon épisode Zelda de salon que j'aime le moins. J'ai vraiment détesté Skyward Sword. D'où ils reviennent aussi, ouais. Et c'est fou, quoi. Tu vois, t'as l'impression qu'ils sont partis de zéro pour revenir au sommet. Et donc, c'est d'autant plus impressionnant. Donc, vraiment, c'est un tour de force. Breath of the Wild. Voilà, je peux pas en dire plus. Et c'était une année qui a été riche en grands jeux. Il y a vraiment eu le jeu japonais est revenu en force. Que de jeux extraordinaires cette année. Et franchement, il y en a plein qui me restent à faire. Tu vois, écoute, mon second jeu de l'année, c'est Nier Automata. Et Nier Automata t'apporte tellement de choses aussi. C'est une telle manière d'écrire et de s'adresser à toi en tant que joueur et en tant que acteur. C'est un point commun avec Zelda, c'est que c'est aussi un jeu qui est basé sur un monde qui est détruit, c'est un monde passé, donc tu redécouvres les choses. L'environnement te parle, en fait, l'environnement te raconte une histoire, et pourquoi il est comme ça, pourquoi est-ce que tu fais ça, il t'interroge sur tes choix, il t'interroge sur les choix de tes compagnons. J'adore Nier Automata, c'est un beau jeu, mais c'est un jeu brillant, et quand il te balaye, putain, mais tu te relèves pas, quoi. C'est vraiment... Je trouve ça extraordinaire d'avoir pu avoir un tel niveau d'écriture, de narration. On n'attendait pas ça non plus de la part de... Alors évidemment, le précédent Nier, il y avait déjà les germes de quelque chose de génial, mais là en plus ils ont fait un grand jeu à côté qui est vraiment intéressant à jouer, et en même temps avec des sous-quêtes surprenantes où tu croises un robot qui a l'âme de Jean-Paul Sartre enfermé en lui. Il y a un robot karatéka. Enfin, est-ce qu'il a l'âme de Daniel San en lui, le robot karatéka? Non, mais c'est toutes les choses que de l'absurde que j'aime dans un jeu. Comme je disais, Metal Gear Solid 5, c'est un jeu où t'apprends à ton cheval à faire caca sur la route pour faire glisser, pour que les jeeps puissent se scratcher dans le décor. Tu vois, c'est un jeu où il y a vraiment une énorme richesse de jeu, et en même temps qui a quelque chose à te raconter. Nier Automata, c'est vraiment un très 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 grand jeu, et je pense que j'incite tout le monde à y jouer, mais surtout à y rejouer, puisqu'à chaque fois c'est un jeu qui se redécouvre à chaque fois, que tu ne réexplores pas de la même manière, et qui se reconstruit en fait, puisqu'il raconte à chaque fois une histoire un peu différente, soit par un angle de vue différent, ou soit carrément toute une nouvelle histoire. C'est vraiment brillant. Voilà, Nier Automata, c'est mon autre coup de cœur de l'année. Nier Automata, moi il est dans un autre top, mais un top dont on parlera peut-être après, parce qu'il faut que papa nous donne son jeu de l'année 2017. Moi, mon jeu de l'année 2007, c'est un jeu qui n'est pas sorti en 2017. Parce que tout simplement il est en early access, et c'est assez étonnant parce que du coup les early access, c'est un truc que je fais très très peu, pour des raisons assez évidentes, c'est que par définition ce sont des jeux pas finis, et mais pourtant celui-là je me suis laissé prendre dans le piège, et j'ai passé un nombre incalculable d'heures dessus, je continue de passer un nombre incalculable d'heures dessus. C'est Dead Cells, donc c'est un jeu français, c'est Motion Twin, et c'est un Metroidvania en 2 dimensions, et c'est ma boule parce que à la fois les mécaniques sont très simples,
mais à la fois t'as tellement de combinaisons dans les objets, dans tout ce qu'il y a, dans toutes les possibilités, t'as plein de builds à faire, et puis le moindre truc peut être fatal, mais en même temps t'as pas ce côté inertie que t'as dans les Dark Souls ou des choses comme ça, où à un moment donné là c'est vraiment hyper précis, hyper pointu, et du coup tu ressens vraiment le côté le côté merde, c'est l'erreur est à moi. Et voilà, je continue d'explorer ce jeu. En plus, chaque update, c'est pas des petites updates de merde qu'ils font à chaque fois, c'est des trucs énormes avec des nouveaux donjons, des nouveaux boss, des nouvelles mécaniques et tout. Et je n'arrête pas de me perdre encore dans ce jeu de façon indéfinie. Et j'ai vraiment hâte qu'il sorte du coup, a priori en 2018 pour la release. Et il me semble qu'il y aura une version Switch qui sera proposé. Donc redis le nom du jeu pour que les gens Dead Cells. Dead Cells, ok. Bah du coup, s'il y a une version Switch, il rentrera dans un autre top qui est le top des jeux qu'on a déjà mais qu'on a racheté sur une autre plateforme. Et la plupart du temps, c'est la Switch pour des jeux que j'ai déjà sur Steam. Et alors, je vais vous surprendre, puisque en fait nos tops, en fait on les fait à la volée, on s'est écrit des petites notes. En fait, au début, j'avais même proposé que le public nous écrive des tops, et on s'est dit, on sait pas sur quoi on va tomber, il faudra préparer. Du coup, on a dit que cette année, c'est nous qui établissons un peu les catégories. Et alors, c'est quoi votre guilty pleasure de l'année, c'est-à-dire un jeu qui est pas forcément le meilleur, mais sur lequel vous avez passé des heures et des heures, et vous n'avez pas le droit de répondre, la Super Famicom Mini. Alors, moi, c'est pas forcément un jeu sur lequel j'ai passé des heures et des heures, mais c'est un jeu kiffer, quoi. C'est un jeu où j'ai pris un plaisir énorme. C'est Wolfenstein 2 The New Colossus, parce que tout simplement, c'était le jeu dont on avait besoin. Décimer des nazis de toutes les façons possibles par paquet de 100, mais de 100, 200, enfin... c'est un Dynasty Warrior Wolfenstein. Ouais, il y a vraiment un côté absurde et ultra violent, parce que c'est Wolfenstein, et genre, voilà, j'en ai même fait le test pour Gamecube pour le coup cette année, mais vraiment c'était le truc, le début, tu sais pas trop comment ça démarre, c'est un peu mou et tout, puis arrive à un moment donné un cap où les mecs ils lâchent complètement la bride, ils disent oh on a plus rien à battre de rien, ils partent complètement en live. Le twist au milieu de jeu est extraordinaire. Ouais, le twist au milieu de jeu tout. Top, j'ai pas joué. Ouais, non mais on va pas dire quoi. J'ai pas joué en plus. On ne va pas divulguer un twist. On va pas divulguer, mais effectivement il y a un twist, et le truc tu te dis non, ils vont pas. Ah si, ils viennent de le faire. Et voilà, et à partir de là, tu fais où est-ce qu'ils vont ces cons, et ça part complètement en cacahuète, et puis ce plaisir d'empiler des cadavres de nazis. Et puis ça part encore plus loin, parce que après le twist, il y a un passage que moi j'ai trouvé encore plus extraordinaire. Non mais oui, bien sûr. Enfin, voilà, et donc voilà, donc du coup, vous m'avez donné bien envie. Il faut le faire. C'est ultra punchy, ultra violent. Donc il a ses défauts, mais putain, mais quel plaisir, quoi. Quel plaisir intense, immense et instantané, quoi. Est-ce que Benjamin t'en a un ? Alors oui, j'ai un guilty pleasure et qui est vraiment très honteux, faudrait que je vérifie combien d'heures j'ai dessus, mais je pense que j'ai au moins 50 heures dessus. C'est Ultra Street Fighter 2. Oui, tu as 40 heures dessus. À ce jeu. J'ai lurké ton compte juste avant d'enregistrer. À l'heure 40 heures. J'ai 40 heures de online sur Ultra Street Fighter 2, et ben ouais, un Street Fighter 2 qui est mine de rien relativement correct. Alors je joue avec les anciens graphismes, je joue avec les anciennes musiques, j'utilise pas les nouveaux trucs qui sont ultra moches. Et puis on passe outre l'espèce de mode qui se joue avec les Joy-Con qui est dégueulasse et infâme à jouer, que j'ai abandonné au bout de 2 minutes parce que c'est injouable. Fêté à Tekken. Voilà, mais le jeu lui-même, ça reste, c'est Street, et c'est vraiment un des meilleurs portages de Street 2 disponibles à l'heure actuelle, jusqu'à la sortie de cette compilation pour les 30 ans qui sort bientôt là, dans laquelle il y aura un mode online pour les vieilles versions de Street. Évidemment que je vais l'acheter. Attends, tu me connais, tu sais que ça me fait pas peur d'acheter un jeu en 5 exemplaires, donc voilà. Là, surtout t'en as 12. Non, t'as combien ? T'as 10 exemplaires. T'as 10 jeux. Il y a genre en fait, il y a toutes les versions de Street Fighter 2, toutes les versions de Street 3 et toutes les versions de Street Alpha, à part une version spécifique. Et il y a Street 1. Et dans toutes celles-là, il y en a que quelques-unes qui seront jouables online. Il y a Street Fighter 2 Turbo, Super Street Fighter 2 Turbo, Street Fighter 3 et Street Alpha 3, je crois. Donc voilà, ils savent bien qu'il y a que quelques jeux qui seront massivement joués, parce que il y a pas grand monde qui va jouer à Super Street Fighter 2. Pas Turbo. C'est trop spécifique. Tu vois, Super Street Fighter 2 tout court, personne va y jouer. Street Fighter 2 Prime, je sais pas si grand monde va y jouer. Enfin, tu vois, à part pour le côté historique, mais ils savent très bien que online, ce sera le Hyper Fighting qui sera joué, et puis la version Encore une fois, 2X, quoi. On peut dire bravo à Capcom qui a annoncé 25 jeux en
en 2 jours, puisqu'ils ont annoncé aussi la compile Ah bah, les Rockman, compiles Megaman. Megaman, mais elles vont être Donc ils folles. ont annoncé 2 compiles Megaman, je crois qu'il y a 15 jeux en tout. Donc ouais, on doit arriver à 25 jeux annoncés. Bah c'est ça, t'as la compile Megaman avec tous les épisodes du 1 au 10, je crois, et t'as la compile Megaman X avec tous les Megaman X de 1 à... Combien il y en a 7 des Megaman X? Je sais plus. 8, non, il y en a pas 8. 8. Et il y a Rockman et Forte et tout ça, enfin il y a les... Ah ouais. Ah, ils sont il y a aussi les autres, dedans. quoi. Ah, bon, bah ça va j'imagine être qu'ils des vont mettre compiles. Rockman Forte. Mais quand ça même. va être des compiles que je vais aussi acheter, Daniel, sache-le. Ouais, ils ont besoin de toi. Et, Voilà. et je vais Mais vous donc- faire mon guilty. Vas-y, peut-être. vas-y. Non, mais c'était juste pour dire. Donc voilà, mon guilty pleasure est vraiment guilty. C'est Ultra Street 2 que j'ai payé plein pot comme un bon gros pigeon, mais ensuite, bah, je l'ai rentabilisé, quoi. Mon guilty, c'est Earth Defense Force 5 que je suis en train de tester pour Gamecult. Peut-être que l'article sera publié d'ici là. Je ne pense pas parce que au moment où on enregistre, c'est bientôt le week-end, le fameux week-end de Noël. Donc je pense Tu que veux dire, hein, c'est Noël après-demain, hein, donc... ouais, alors, soyons 100% clairs, on enregistre à 2h du matin le 24 décembre. Donc, on peut pas être Pour vous, plus... ouais. Si le jeu de l'année, on te l'offre là, ce soir, papa, là, tu pourras pas le mettre dans cette émission. Pour moi, c'est Earth Defense Force 5, c'est Earth Defense Force en bien fait. Ils ont enlevé tout ce qui était relou, ils ont mis que ce qui était positif. Et c'est incroyable, c'est vraiment un écrémage. Ils ont dit les loadings longs, c'est chiant, allez on en les enlève. Plus de races, ok, on en met. Plus de tout, plus de n'importe quoi. Et en fait, littéralement, c'est une espèce de jeu de fête foraine. C'est un jeu de tir de fête foraine. Il y a tellement de fourmis et d'araignées qui te foncent de la gueule. Ça devient une espèce de magistral boucaquet d'insectes en fait dans la gueule. Et c'est plus hilarant. ou moins guilty pleasure que Kyoitoshi. Non, Kyoitoshi est pas un bon jeu en vrai, mais mais par contre c'est un jeu passionnant. Mais celui-là c'est un vrai bon jeu. C'est un jeu où quand tu tires au shotgun dans les araignées à chaque fois, ça me donne du plaisir. Je peux pas expliquer ça autrement. C'est vraiment trop génial. Et là ils ont rajouté des nouvelles races. Ils ont rajouté des extraterrestres dans des combinaisons qui se cachent partout. On dirait des Antradis de Macross, de Robotech. Ils ont rajouté des crapauds. Des crapauds dans des combinaisons fluo, des extraterrestres qui arrivent et qui te dégomment, mais comme pas deux, et qui en plus se planquent entre les immeubles. Donc maintenant, il y a un peu de stratégie, mais pas beaucoup, hein, je te rassure, mais il y a un petit peu. Le mode de jeu étant... Et en plus, les crapauds, tu les butes, mais ils restent encore, ils font semblant d'être morts, donc ils continuent de tirer dessus, c'est dégueulasse. C'est un jeu méga sournois, j'adore ce jeu. Et il y a un mode en ligne absolument génial puisqu'en fait tu peux te réunir avec des random guys. Personne ne parle au micro, j'ai jamais entendu quelqu'un parler au micro. Mais par contre, ce qui est génial, c'est qu'avec le trackpad de la PS4, je pense que c'est un jeu qui sortira d'ailleurs sur PC un jour. Mais avec le trackpad de la PS4, tu peux balancer des mots-clés. Et il y a eu un répertoire entier de chansons. Et ton personnage peut chanter des chansons. Et genre, et il passe, c'est des chansons japonaises. Il y aura dans la version US, ce sera des chansons US. Mais du coup, t'as une espèce de petites chansons militaires en même temps que t'es en train de flinguer C'est le seul jeu qui te propose ce genre de truc débile. Et c'est ça que j'aime. J'adore ce jeu. Et en plus, c'est sa meilleure version à ce jour. Ils ont remis les Godzilla, ils ont remis les insectes géants, ils ont remis tout. Tout est bon dans ce jeu. Earth Defense Force 5 qui sortira l'année prochaine en Occident. C'est vraiment génial. J'ai adoré chaque minute de ce jeu. Voilà, on a été des jeux, on a été tellement de films. J'essaie de me lasser ce niveau jeu. Est-ce qu'il y a un jeu qui vous a genre not my thing? Bah moi il y a un jeu que j'ai absolument détesté cette année. C'est Strafe. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Je vois ce que c'est. C'est le FPS qui est volontairement, qui ressemble volontairement à Quake 1. Voilà, c'est un rétro FPS qui veut se la jouer effectivement design de Quake 1. Donc fast FPS, hein, forcément, parce que c'est le credo du truc. Mais le truc, c'est que enfin, c'est un level design, c'est généré aléatoirement, mais c'est nul à chier. Enfin, il y avait des moments en fait où le seul moment de passer d'un endroit à l'autre, c'était profiter d'un bug de collision dans un mur. C'était déjà de ce niveau-là. Et surtout, c'est un truc où tu vides ton shotgun dans la poire d'un mec, et le type, quand il meurt, au lieu de voler, il tombe vers l'avant, vers toi. Et genre, quel fast FPS. Comme Quake 1, quoi. Ouais, et t'as zéro patate, zéro sensation. Alors le mec va super vite, ça par contre c'est vrai, c'est au niveau de déplacement, mais t'as
T'as aucune sensation de tir. Visuellement, c'est vraiment dégueulasse parce que honnêtement, Quake 1, ça vieillit beaucoup moins bien que le pixel shadé. Et enfin vraiment, c'est vraiment pour moi le summum du foutage de gueule du rétro indé mes couilles quoi. Enfin c'est à vomir, c'est un scandale quoi. Ah, ça te donne envie, hein. Ah, ça fait rêver. Et toi, Quick, c'était un truc qui te vient? Alors moi, il y a un jeu que j'ai lâché au bout d'environ 1h30 et j'en étais le premier surpris parce que je m'attendais à beaucoup aimer. Et c'est Far Cry Primal. Alors je sais que c'est pas un jeu de 2017. Putain, pareil, nul à chier. Oh là là. J'ai adoré, mais c'est mon premier Far Cry, hein, les mecs. Mais Et par contre, bah j'ai voilà, adoré, Et moi. c'est sorti cette année? Et Non, c'est l'année dernière, pas sorti c'était cette l'année année. Ah c'est ça. Oui. Ça a au moins 1 an si c'est pas 2. Non mais c'est 2016. Oui. Non, moi, j'ai Mais adoré voilà, Far Cry Primal, moi. Et je sais, et c'est passé suite à tes conseils, parce que moi j'étais genre ouais pourquoi pas, et quand on avait T'aurais dû quand on avait m'écouter. parlé, Benjamin, Mais on en a pas parlé. demande-moi la prochaine fois. La prochaine fois, je te demanderai. Mais voilà, on avait parlé avec Daniel. Daniel avait été super enthousiaste. Je me suis dit, bah allez, pourquoi pas. Surtout qu'en plus, moi, ce que j'adorais dans Far Cry 3 et 4, c'était de faire les camps en furtif à l'arc. Et là, je m'étais dit, bah là, ça va être de l'arc et de la lance et tout. Donc, je vais kiffer. Et en fait, j'ai pas du tout aimé. Non, Au mais bout la d'une heure et lance- demie, je m'ennuyais tellement que je me suis dit, bon, bah j'arrête, je désinstalle le jeu. C'est juste pas possible. Cette lance où tu n'as aucune idée de la profondeur et de la portée de ton truc, et quand ça donne un coup, tu n'as aucun impact. Enfin, c'est atroce. En fait, Ouais. tu te mets à bourrer ta lance parce que tu sais pas du tout quand est-ce qu'elle touche, quand est-ce qu'elle touche pas, et au bout d'un moment, le strum il tombe et t'as gagné. Tu fais ah ok. Et puis les Horrible, ennemis horrible. qui sont beaucoup trop forts à la visée à l'arc. Enfin, je jouais en difficulté max, alors évidemment ça aide pas, mais ouais, non, il y a énormément de problèmes. Et puis voilà quoi, c'était vraiment ça m'a pas du tout plu et Ouais, c'est atroce. j'ai abandonné. je J'ai confirme. abandonné en moins de 2 heures. Moins de 2 heures, je l'ai supprimé, je pouvais plus. Et autre jeu que j'ai désinstallé, bien j'ai fini par désinstaller Street Fighter V, je l'avoue. Il y a un moment, je me suis dit, c'est plus la Moi peine de aussi, s'acharner. j'ai honte. Ouais, moi aussi, pareil. Ouais. Je suis presque hypé par certains persos de la saison 3, alors je me dis est-ce que je vais recraquer, est-ce que je vais être une grosse merde jusqu'au bout? Je ne sais pas encore, j'ai pas encore décidé, sachant qu'il y a Dragon Ball FighterZ qui va sortir, donc que peut-être que justement ça va m'éviter d'avoir à craquer pour Street Fighter. Mais bon voilà, c'était les 2 jeux que cette année j'ai pas, voilà, il y a eu un moment j'ai dit ça suffit, stop, j'ai tourné le bouton. Bah écoute, ça m'a donné vraiment bien envie de me replonger dans Street 5, en sachant qu'il y a Street 5 Arcade Edition qui sort bientôt. Ouais, mais si t'as déjà Street 5, c'est un upgrade gratuit Arcade Edition. Ah d'accord. Ah, mais il est gratuit. Alors, je l'update je- Arcade Edition, les nouveaux modes de jeu, oui, mais pas les persos. Oh Si là tu là veux. là là, mais quel bordel. Ah bah, Tu sais quoi, c'est parce que j'en savais C'est parce rien. qu'ils ont décidé de faire un jeu à saison comme existait Mhm. Killer Instinct. Donc en fait, quand tu achètes un Season Pass, tu as accès à tous les personnages pour cette saison-là. Et là, ça va être la saison 3. Et en fait, pour Arcade Edition, quand tu achètes la boîte, tu as accès à tous les persos qui sont déjà sortis, plus les persos de la saison 3. Ah ok, d'accord. Oh là là. Mais si toi, tu as déjà Street 5, l'update vers Arcade Edition sera gratuit, donc tu auras accès aux nouveaux modes de jeu, mais pas aux persos de la saison 3. Oh là là Pour cela, là il faudra là. payer. Alors, Ok, c'est pas bah. si compliqué, hein, mais c'est... voilà. De mon côté, j'ai joué un jour à Tokyo Tattoo Girls. C'est un wargame, c'est un wargame sur Vita. Et Qu'est-ce que Un jeu un jeu de Vita déjà, stratégie. bravo. donc c'est un Tokyo post-apocalyptique où tes héroïnes gagnent des capacités en fonction de leur tatouage. Et évidemment, c'est super glaireux et c'est nul. Et c'est à ce moment-là, je me dis, c'est le Japon qui est de retour et qui fait des bons jeux. Et puis il y a toujours un jeu comme ça pour te rappeler qu'il existe. C'est les jeux live de Noël de Gamecult. ah ouais, c'est un peu ça, ouais. Je pense qu'on l'a pas fait en live de Gamecult. Ce qu'on aurait pu faire en live de Gamecult, et ça c'est une vraie déception. T'as désinstallé Street, mais moi j'ai désinstallé Marvel vs Capcom Infinite qui m'a. Ah mais je l'ai même pas essayé. Ah, je le Infinite, trouve j'ai tellement vu, laid. Et le pire c'est que le jeu est pas mal, mais par contre il est Mais tellement. il y a Injustice 2 et il peut Non, pas rivaliser. Injustice 2, Putain, mais ça c'est vrai, c'est un vrai guilty pleasure aussi. on y a Injustice 2. vraiment rigolé. Mais oui. Et alors, c'est plus qu'un guilty, mais on a joué, toi et moi, et 1 heure avant d'enregistrer, on jouait... Nous on fait pas des worst avec Star Wars Battlefront 2, on tombe pas dans la facilité. On a vraiment beaucoup joué à Tetris Puyo sur Switch. Ah oui, mais c'est pas un guilty, c'est Mais Non. génial Tetris Il Puyo c'est est un jeu de génie. Oh, non, Puyo Tetris, c'est... quel grand jeu.
C'est extraordinaire. C'est ce un jeu qui est accessible en plus avec la Switch, tu vois, tout est facile, tout est accessible et du coup les parties tu les enchaînes vite, c'est super prenant et tout. Et puis en plus, on est hyper complémentaires parce que t'es nul à Puyo Puyo, je suis nul à Tetris. Ouais, c'est vrai que Et donc quand tu déchires à Puyo même, ouais. Et du coup quand on joue en mode en mode Mixte. En mode mixte, bah du coup c'est génial parce qu'en fait t'as toujours la moitié du jeu où c'est super tendu pour toi parce que tu sais que l'autre va pouvoir prendre le dessus et inversement, et du coup à chaque fois ça se joue à pas grand chose, et c'est vraiment génial quoi. Et j'en placerai une sur One to Switch. Si vous vous souvenez, c'est le truc de lancement de la Switch qui m'a fait croire le premier mois en me disant ah non, la Switch ça va mal se passer parce que il y a ce truc qui aurait dû être une apps de lancement et finalement ils le vendent au prix retail à 50 € quoi, enfin. Est-ce qu'ils l'ont slashé depuis ou est-ce qu'il est toujours Ah non, mais les jeux Nintendo ils se lâchent pas, enfin je crois pas, hein. Il faut que toi tu trouves les soldes, mais sinon Nintendo ils le vendent toujours, je crois, hein, en prix classique et c'est... Enfin, je suis curieux de savoir si ça s'est vendu One to Switch. C'est dommage, faudrait qu'on demande à Oscar Le Maire à l'occasion. Alors, tu peux croire que ça s'est bien vendu pour un jeu de lancement. Évidemment, c'est très très loin des ventes de Zelda. Non, de Zelda et de Wii Sport à l'époque, qui était filé avec, tu vois. Et donc, ouais, le bon moyen pour vendre ta daube, en général, il faut le filer avec. Cependant, ça m'a permis de vraiment rigoler parce que c'est tellement nul. C'est tellement nul sur 30 minutes, tu peux presque trouver ça pas mal en fait. Et il est toujours à 50 boules, hein, je confirme. Ouais, pour 50 boules, c'est quand même un peu. C'est genre 3 fois trop cher. Je pense, ouais, c'est vraiment trop cher. Est-ce qu'on continuerait pas notre rundown ? Qu'est-ce que vous avez à proposer comme KT ? Bah écoute, puisque tout à l'heure j'ai dit que j'avais Nier Automata dans une autre catégorie, eh bien je propose la catégorie le top des trucs qu'on a acheté en 2017 mais qu'on ne regardera, lira ou jouera pas avant 2018 voire plus tard. Et pas comme Horizon machin que j'ai sur PS4, et j'y ai joué quelques heures et j'ai fait plus jamais j'y rejouerai. Genre j'ai vu ce que c'était. C'est bon, je n'irai jamais plus loin. Ah, mais là c'est que t'as pas aimé, c'est pas pareil. Moi je te parle de trucs que t'as acheté qui sont encore sous blister et que éventuellement tu feras un jour ou tu liras un jour, mais pas en 2017. Alors je sors ma liste Amazon pour voir si et moi j'ai plein de trucs, mais oui, je pense que dans le haut du panier, il y a Nier Automata, il y a Assassin's Creed Origins, il y a South Park, l'Anal du Destin. Enfin, il y a quelques trucs comme ça que j'ai dans ma liste Steam que j'ai acheté et que je n'ai pas entamé et que je ferai en 2018 voire plus tard. Et alors c'est lequel pour toi le plus symbolique ? Genre celui que tu sais que tu vas même pas avoir le temps en 2018 ? C'est difficile. Je te dirais que ça sera certainement des bouquins parce que j'ai encore acheté plein de bouquins et que j'ai pas le temps de les lire. Que là je me suis forcé à en lire un parce qu'il y a un film qui sort bientôt et que je l'ai détesté et je me le garde pour la fin. Ah bah si, attends, non, dans les jeux que j'ai achetés et que j'ai pas commencé, il y a aussi Metroid Samus Returns que j'ai pas fait, et celui que je ne ferai certainement pas avant au moins la fin 2018, et ben Fire Emblem Awakening que j'ai acheté sur les conseils de papa. Mais finalement, je me suis dit, je vais faire tous les autres avant, donc ça va me prendre beaucoup de temps. Alors que le livre de Jean-Louis Debré, là, tu t'es à fond dessus, quoi. Non, mais tu sais qu'à la base, en plus, je me suis intéressé à Fire Emblem parce que j'ai acheté Heroes sur Switch, que évidemment j'ai pas ouvert, parce que je me suis dit, non, mais je vais pas commencer un jeu qui est une anthologie avec les meilleurs persos de Fire Emblem sans connaître Fire Emblem. Donc je joue aux anciens Fire Emblem avant, donc j'ai commencé avec le remake du 1 sur DS. J'ai failli avoir une crise cardiaque puisque je regarde ma liste de trucs achetés et je vois que j'ai 2 fois le dernier combat de Luc Besson, le livre officiel acheté, et je me suis dit merde vite, faut que j'en annule un vite. Toi papa, est-ce que tu as... Eh ben moi c'est un double combo du Japon, et même pas pour les mêmes raisons. Le premier c'est Nier Automata. Le premier parce que même si malgré tout ce que t'en dis, ça reste un pur jeu japonais, c'est-à-dire que les japonais, il y a des fois, c'est vraiment des attitudes de connards sans explication, c'est-à-dire que c'est un jeu, quand tu l'achètes en dématérialisé, et je sais pas pourquoi, il te télécharge le premier niveau, et en fait, le reste du jeu, faut que tu le télécharges à part, et j'ai fait genre 40 fois le début du jeu en boucle en pensant que ça allait à un moment débloquer un truc, parce que je sais qu'il y a un twist au niveau de plusieurs fins à refaire machin. Je te pense quand même beaucoup plus intelligent que ça là. Non mais c'est beaucoup plus intelligent. Attends, tu t'arrêtes le truc, il te dit sauvegarder, ok, tu sauvegardes, tu reviens, tu recommences la partie. Il y a aucun message qui te dit qu'il faut que tu télécharges le reste du jeu à la main. Aucun indice. C'est genre complètement débile quoi.
Donc du coup, ça m'a saulé parce que j'ai refait. Attends, sur console ça ou sur Steam? Oui, sur PS3. Bizarre, ouais. moi ça m'a pas D'accord. fait ça. Moi j'ai tout Et moi, je- téléchargé et voilà. Et du coup, j'ai posé la question parce que je me suis dit, il y a un truc qui cloche et tout. Et en fait, je suis pas le seul à qui c'est arrivé. Apparemment, il y a un espèce de conflit entre la démo et le truc. Enfin, c'est. Ah, peut-être que je sais pas, peut-être que t'avais Donc, téléchargé la démo et que ça non, s'est non, passé, bah, je sais pas ce qui non. Daniel, je n'ai pas téléchargé la démo. Pourquoi est-ce que je j'utiliserais ma PS3 de façon complètement gratuite comme ça? Je l'allume jamais. Donc c'était. PS4. Oui, pardon. Tu vois à quel point j'en ai ras le bas de cette console. Mais c'est juste, j'ai rentré le code, j'ai lancé le téléchargement, et il m'a téléchargé que la démo, et après j'ai dû retourner à Mano relancer le téléchargement dans le truc. C'est Hey, genre complètement débile, de quoi. Mano. Brofist. Donc voilà. Donc Non mais essaye de ni- te mettre dans des bonnes conditions, télécharge le jeu proprement et Mais commence. rachète-le Ah, mais sur maintenant- Steam déjà, les meilleures conditions. Non mais déjà là j'ai retéléchargé proprement parce que du coup je l'ai refait et ça y est je suis arrivé au truc, mais en fait sur le moment ça m'a tellement saoulé que j'ai fait ok laisse tomber, je ferai ça plus tard parce que Ouais, je parce que comprends. voilà là j'étais pas en bonne condition. Et l'autre bah, c'est Fire Emblem Echoes que j'ai acheté. Et en ah fait- oui, ok, d'accord. Je l'ai acheté et aussitôt que je l'ai acheté ma fille me l'a squatté, elle me l'a jamais rendu donc j'ai pas eu Et, le temps d'y et jouer. c'est vrai parce que je l'ai vu aujourd'hui jouer à ça. Alors aujourd'hui elle a lâché Echoes parce qu'elle est sur Fire Emblem Fates. Alors c'est Elle est pas sur Conquest, Fates. elle est sur Héritage, voilà. Elle est sur Ouais. Fates Héritage. Mais du coup j'ai fait découvrir Fire Emblem à Daniel, à Benjamin. Tous et ces types de jeux qu'il va falloir que je fasse dans 10 ans. voilà, j'ai fait découvrir Fire Emblem à Benjamin et aussi à ma fille. Mais c'est devenu une grosse fan hardcore. Et du coup voilà, Echoes quand je l'ai ramené à la maison, elle m'a pris la cartouche, je l'ai plus revu. Et du coup j'ai pas eu le temps d'y jouer. Donc voilà, 2018. Alors Mais tu vois, Daniel c'est cohérent. Tu vois, si je veux faire tous les Fire Emblem canoniques avant de jouer à Heroes, tu Oh là comprends là, pourquoi mais- j'ai joué à mais- Yakuza PS2 cette année. mais vous êtes fous, faut prendre un épisode et puis c'est tout. Ça sert à rien, les histoires sont elles se reprennent pas et c'est pas des jeux que tu fais pour les histoires en plus, enfin pas vraiment quoi. De mon côté, il y a un jeu que j'ai envie de faire et en même temps je commence et puis je vois une carte avec plein de points, tu sais tout le contraire de Zelda. Une carte Un avec- jeu Ubisoft. Ouais, bien vu. Une carte avec plein de points, plein de trucs, des endroits où il faut monter. Pour se synchroniser, pour monter, il faut juste faire stick O et X, hein, ça suffit. Et ce jeu... Parce que dans Zelda Breath of the Wild faut faire beaucoup plus que ça. un peu. Mais... Attends, objectivement. L'escalade dans Zelda, qu'est-ce que tu fais à part avancer le stick? Ah ouais, bien sûr, mais... Non, mais ça voilà, demande non, quand mais- même plus de je t'assure. Non, Bon, mais- voilà. Laisse-moi finir. Non mais voilà, Laisse-moi finir faut sur arrêter ce la jeu. mauvaise foi 5 minutes. C'est juste, tu vas pas Assassin's dire que c'est Creed- difficile d'escalader. Enfin voilà, il y a pas de Assassin's challenge. Assassin's Creed Origins m'a pas découragé puisqu'à un moment je suis rentré dans un tombeau dans l'eau et plouf et je nage dans l'eau et je récupère des trucs et puis je suis sorti et je me suis dit il reste tellement à faire et j'ai été découragé et en plus j'ai essayé de comprendre pourquoi tu fais ça, pourquoi le héros il fait ça et j'ai aucun de relationnel en fait avec l'histoire. Non, les motivations des personnages dans Assassin's Creed, ça a jamais vraiment été le fort de la série. on va Ouais, dire. alors que le 2 tu pouvais encore comprendre quelque chose. Même le 1 à la rigueur. Mais là, waouh! Alors, il y a un truc vraiment bien de tout ce que j'ai pu voir, j'ai vraiment pas beaucoup joué, c'est que tu pouvais zapper toutes les séquences contemporaines. Il y a un bouton genre skip. Et moi je fais, waouh putain, skip direct! Skip. En plus, c'est une nana qui se réveille dans son dans son cercueil de trucs réalité virtuelle et tout ça. Tu t'en fous complètement de cette histoire. Hop, direct skip, tu retournes en Égypte ancienne. L'Égypte ancienne, c'est bien fait, mais alors, aux 2 heures, j'ai eu des bugs tellement surprenants. Et moi, je suis intéressé, en fait, parce que je trouve que c'est vraiment des très très beaux jeux. Mais ce qui m'intéresse, c'est quand justement ça déraille un petit peu et que justement tu fais oula, je suis allé à un endroit où le jeu ne prévoyait pas. Et ça me permet de rebondir sur un autre jeu où il y a beaucoup d'endroits où tu as l'impression que t'as pas le droit, qui t'a pas prévu d'y aller. Je pense à Mario Odyssey qui te récompense tellement si tu arrives à grimper sur des endroits et à découvrir des nouvelles lunes. Et je pense que c'est un jeu que j'adorerais redécouvrir avec plus de temps. En fait, il est sorti pile au mauvais moment. Il est sorti en octobre où il y avait vraiment une actualité chargée et tout. Et en plus en termes de travail et en termes de jeux vidéo quoi. Donc Mario Odyssey, vraiment un très 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 bon jeu de cette année. On a vraiment eu une très très bonne année quoi. C'était une grosse année. Hein. Sur quoi on enchaîne les gars? Moi je propose la chanson la plus chantée sous la douche. et je pense que c'est Stéphane qui a proposé cette catégorie, donc je veux qu'il nous dise quel est son top 2017 de la chanson Moi je chantée sous peux la douche. dire la chanson la plus chantée sous la douche de sa femme. et je balance, c'est Amel Bent
Gagner la lune ne me fait pas peur. Et tout d'un coup, je me dis, merde, j'ai entendu Amel Bent, et en fait, c'est sa femme qui chante ça sous la douche. Voilà, le gros rocker, là, le Rage Against the Machine, là, vas-y, parle. Bah, je suis tolérant, tu vois. Voilà. Non, mais en plus, c'est même pas moi la catégorie, c'est Daniel, parce qu'en fait, moi, je ne chante C'est pas. Daniel. sous la douche. Ah bah Non, alors, non, et moi, Daniel j'ai- il dit rien. Non, moi, je pensais que c'était juste votre single de l'année ou votre album Non, de mais, l'année. mais pour moi, la chanson de l'année, il y avait plusieurs clients. J'aurais pu citer Unfuck the World des Prophets of Rage, mais finalement, ce Très sera. très bon, très très bon. J'ai écouté Bah oui. grâce à toi. Bah oui, t'as vu ça, c'est quand même ça. Il y a du riff, enfin vraiment, cette chanson, je la trouve. Grosse patate. Ouais, je la trouve vraiment, vraiment géniale. Mais finalement, je vais choisir quand même The Sky is a Neighborhood des Foo Fighters. Tout simplement parce que c'était la chanson de la connexion avec ma fille, c'est-à-dire que maintenant dès qu'on arrive dans la bagnole, on se met The Sky is a Neighborhood des Foo Fighters et on la chante en gueulant tous les deux dans la bagnole, et ce genre de sensation, franchement, c'est irremplaçable. Donc voilà, ce sera celle-là. Et toi, Benjamin, c'est quoi ta chanson de l'année, Bah c'est vrai que j'ai beaucoup chanté The Sky is a Neighborhood sous la douche, moi aussi, il faut l'avouer. Bah oui, ouais, Ça, faut que je l'écoute. Mais évidemment, je faut crois que tu l'écoutes. mon morceau de l'année, ça va être Feet Don't Fail Me des Queens of the Stone Age, parce que ce morceau est extraordinaire, et je sais que papa n'est pas forcément fan de l'album, et je pense que la plus grande faiblesse de cet album, c'est de commencer par sa meilleure chanson, en fait. C'est un commencer par sa morceau meilleure, ouais. qui a une patate extraordinaire, qui en live envoie du lourd, et qui est vraiment qui a un morceau qui a vraiment une puissance qui est épatante. Et donc ouais, ça va être, je pense, ce morceau-là sera mon morceau de l'année. Donc très original, tu vois, on fait Foo Fighters, Queen of Stone Age, on est des mecs, on sait se renouveler, nous, si tu veux, on C'est peut ça, pas voilà, la remplacer, même tu vois. Mais quand c'est pas toi, c'est moi, tu sais, on échange en fait à chaque fois, tu sais, on se refile des trucs. Mais j'ai aussi beaucoup aimé Call the Police de LCD Sound System, donc là encore un groupe de petits jeunes qui débutent. Donc voilà. C'est moins facile à chanter sous la douche par contre LCD Sound System. Mais bon, là. Je pense que la chanson que j'ai... Alors, pour les chansons, je me souviens surtout à très court terme. Genre, ah ouais, c'est ça que j'écoute en ce moment. Et je l'ai recommandé dans le dernier Super Ciné Battle, mais le dernier single de Management, MGMT, qui s'appelle Little Dark Age, et genre, c'est mon tube absolu de l'année, en fait. Je l'écoute en boucle, je trouve que c'est une chanson extraordinaire. Un peu The Cure sur les bords, enfin un peu... C'est très référentiel, c'est de la pop moderne, mais en même temps très très ancré dans le passé. Et c'est d'autant plus surprenant parce que MGMT ont fait des trucs vraiment très très expérimentaux dans leurs derniers albums. C'était vraiment genre inécoutable, et il y avait pas de riff qui m'accrochait et tout dans les deux derniers en plus. Et là ils reviennent à des choses qui sont beaucoup plus marrantes, je me sens plus emporté par ça, et leur prochain album sort bientôt. Le dernier clip est dispo depuis une semaine et il est tombé par terre. Voilà, pour moi c'est MGMT au niveau musical. Et comme D'accord, quoi, très bien. je fais pas que du rock et machin. Et meilleur bruitage. Meilleur alors, bruitage oui. de l'année. Alors Alors moi moi, j'ai cherché, si tu- j'en ai pas là tout de suite, donc si tu allez-y, veux, ça, si ça tu me veux le donnera mien, peut-être une moi, inspiration. je commence. Link qui fait quand il a froid, et à chaque fois je m'en lasse pas. Je trouve ça trop bien. Il fait et en se frottant les épaules, et moi ça me fait, à chaque fois que je l'entends, je me sens bien. J'ai l'impression que je suis dans Zelda. Voilà. Mais tu peux dire n'importe quel son. Hein. Et Mais moi, moi, le bruit du crâne d'un nazi qui se fend quand tu le frappes avec un Wolfenstein. tuyau dans Wolfenstein est plutôt sympathique. Mais ouais, moi j'adore le son que fait le shotgun sur une araignée géante. Hein. Vraiment, c'est un truc très très physique. Et toi, papa? Et ben moi, le bruitage de l'année, c'est le bruit des silencieux dans la séquence du métro dans John Wick 2. Ah oui, putain, ah oui. tellement Voilà. bien. Voilà, oui. voilà. Fond, Il suffit fond. que j'en parle. Voilà, tout le monde sait de quoi je parle. Mais cette séquence est tellement extraordinaire en même temps. Cette séquence est tellement ma boule, vraiment, tellement d'envie de cinoche là-dedans. et tellement, et en plus, enfin, il y a un côté presque Mel Brooks. Enfin, c'est genre Mel Brooks du tueur à gages. Enfin, il y a un truc, c'est absurde.
c'est absurde, ça aurait pu être tellement casse-gueule et tout, et en fait ça fonctionne, c'est vraiment super drôle, ça fonctionne super bien la façon dont c'est fait, et tu vois ces mecs qui déambulent au milieu du pas des passants et qui essaient de glisser leur flingue sous le bras, et ça fait chpoum chpoum. C'est à mourir de rire. C'est à mourir de rire, et c'est merveilleux, c'est vraiment mon bruitage de l'année, c'est ces sons silencieux dans John Wick 2. Et vous savez quoi, il y a plus qu'un an à attendre John Wick 3. Oh là, j'ai hâte. Ouais, j'ai tellement hâte. Ah, j'ai tellement envie d'y être. Et ah ouais, putain, poum poum. Quels sont géniaux. Voilà, quels sont fabuleux. Est-ce qu'on passerait pas à nos BD? Alors, je sais que papa est un peu moins BD, ou plutôt un peu moins BD récente. On peut faire BD et bouquin. Ouais, voilà. On peut mixer les deux. Écoute, pour moi, le grand vainqueur de l'année, c'est Tom King. Tom King qu'on a entendu, dont on a déjà beaucoup parlé dans After Eight, puisqu'il avait fait Vision l'année dernière, qui depuis, entre-temps, a gagné un Eisner, tellement d'awards et de Eisner Awards. Vraiment, je pense que c'était le comics de l'année dernière de très très loin. C'était très bon. C'était extraordinaire. Et là, il a commencé juste Mr. Miracle, j'en avais parlé dans une des émissions précédentes. Ouais, tu en as dit beaucoup de bien. Comics Podcast aussi, on a dit beaucoup de bien. On arrive au 5e numéro. Et c'est extraordinaire. C'est le genre de comics, tu sais déjà, dès le début, dès le premier tiers, tu sais que ça va durer 12 numéros. Tu sais que ça va être extraordinaire. Genre, tu sais que ça va être un truc qui va te marquer. Tu sais que c'est un truc avec lequel tu vas te déplacer, que tu vas l'avoir dans la tête et que tu vas ruminer et que tu vas réfléchir. C'est magnifique. C'est vraiment un très très beau comics. Et je vous dis ça, il n'y a même pas le premier volume relié qui est sorti en fait. Il sort en février, j'imagine. Et j'ajoute que sur ton conseil, j'ai lu Omega Men, toujours de Tom King, et c'est aussi très très bon. C'est fabuleux, hein. C'est vraiment. Et encore, Omega Man, il est considéré comme mineur, alors qu'il est vraiment génial, son Omega Man. Et donc il fait beaucoup de Kirby, puisqu'il fait du Omega Man, il fait Mr. Miracle, mais aussi cette année, il a fait Batman, et son Batman, alors il a eu des moments très bizarres, parce qu'il est allé vraiment il a eu des choix très radicaux, et tu sens en plus qu'il essaye de faire le run ultime de Batman, et chaque run ultime de Batman, il a besoin d'avoir un moment qui implique la mort d'un personnage, un moment où Batman est supposément mort. Tu vois, il y a des moments clés, quoi. Et là, son moment clé, c'est celui de la relation entre Catwoman et de Batman, et où Bruce Wayne, il saute le pas et il la demande en mariage, quoi. Et c'est pas genre ça se déroule en un comic, ça s'étale, et du coup ils partent dans des aventures ensemble pour voir si, enfin, c'est génial, c'est vraiment fabuleux. Et les 2 derniers numéros, ils arrivent juste pour la fin de l'année, mais alors ils vont avoir des awards tout plein. C'est Batman et Superman qui Batman font un double date. Voilà, Batman n'a pas prévenu Superman qui va se marier, et leurs 2 nanas, elles sont, comment dire, elles essayent d'arranger un rencard, alors que les deux ils se disent pas la peine, tu connais Bruce, tu connais Clark, tu vois, c'est ce genre de niveau de réflexion. Et il y a un numéro entier où ils essayent de se croiser, et t'as Superman qui dit je l'ai pas appelé, faudrait que je l'appelle, et où en fait tu comprends que quelque part Superman il dit raconte pas tout, ouais, Daniel. Voilà. Je raconte pas tout, c'est vrai. Et le 2e numéro juste, c'est celui où ils font le rencard, et c'est génial, c'est vraiment du super beau comics. Tom King, il a tout gagné cette année. J'adore Tom King, et c'est vraiment du super bon matos. Et en plus, en même temps, il y a DC Metal, enfin, qui est vraiment très très chouette, qui est un crossover un peu maboule sur le monde DC. Voilà, vraiment, c'est une bonne période pour DC Comics. À toi, Benjamin. Alors du coup, je vais pas parler. Je voulais parler du Batman de Tom King, mais je vais parler de la meilleure BD que j'ai lue cette année, qui n'est pas une BD de cette année, et je me demande si j'en ai pas déjà parlé dans After Eight. Ça va être Black Science, qui est. T'en avais parlé, mais il y a longtemps. Ouais. Je crois que j'en ai déjà parlé il y a longtemps, voilà, et je suis toujours en train de le lire, et c'est toujours excellent. Alors évidemment, je lis toujours aussi Descender, je lis toujours d'autres trucs, il y a toujours Moonshine qui est très bon, Black Hammer aussi qui est excellent, mais vraiment Black Science, je crois que c'est le comics qui m'a le plus marqué cette année, qui est toujours en cours. Ça a 3-4 ans maintenant, Black Science, c'est toujours écrit par Rick Remender, c'est toujours formidable, et c'est vraiment le meilleur comics, la meilleure œuvre graphique que j'ai pu lire cette année. Et pourtant cette année ça a aussi été une belle année, hein. On a encore eu, comme pour les jeux vidéo, il y a eu beaucoup de trucs de très bonne qualité qui sont sortis. Est-ce que tu veux dire un truc sur les BD, papa ?
Non, bah parce que simplement je Ou un ne lis livre. pas de BD je ne lis pas de BD récentes, et même les livres, je ne lis pas de livres récents non plus. Le truc que j'ai refait par contre cette année, c'est j'ai relu ça, tout simplement. De Donc, Stephen King. De Stephen King, vu qu'il y avait eu il y avait Le film. la nouvelle adaptation qui est sortie au Cinoche, et du coup je me suis relancé dans la lecture de ça. Et puis après le truc c'est que je l'ai comment dire, je l'ai emprunté, mais je l'ai toujours pas lu. Bah, c'est le dernier Tunique Bleue, je ne sais pas du tout ce qu'il vaut. Ah, celui antiraciste là ou le Bah, celui d'avant l'étrange soldat Franklin, celui qui est sorti. Voilà, écoute, je l'ai acheté, je l'ai pas encore lu et je me. Donc je voilà, me c'est pareil, garde, je l'ai pas lu. Donc, mais bon, après, c'est les Tuniques Bleues. Moi, j'ai un Putain, les rapport mecs, les mecs, ils découvrent notre vie, genre putain, mais After Eight, ils lisent les Tuniques Bleues, qu'est-ce qui se passe? Ouais, non, mais voilà, moi, C'est vrai qu'on est tous les deux fans des Tuniques Bleues. Je suis un gros fan des Tuniques Bleues, donc j'ai pas eu le temps de lire encore, mais J'en voilà, ai lu ce une sera- belle quantité aussi. Ce sera sans doute ma BD de 2017, parce que comme dit, les BD, moi, je les achète genre avec 5 ans de retard à chaque fois. Je vais ajouter un truc qui soit pas comics ni manga. Mon manga de l'année, je pense que c'est One Punch Man. J'adore ce manga. Je me suis mis à la lecture, je ne l'ai pas fini. C'est une bande dessinée qui s'appelle Une vie dessinée, qui est dessinée par Charlie Chan Hock Chey. C'est un dessinateur singapurois et c'est une biographie imaginaire autour de la création de Singapour et de ces années un peu tumultueuses d'il y a plus de 70 ans en fait. Et en fait, évidemment, il se met dans la peau d'un dessinateur qui aurait traversé ça en fait. C'est une bio imaginaire. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que il bascule d'un style graphique évident à chaque chapitre en fait. Tout d'un coup, il va dessiner les premiers chapitres d'époque qui sont dessinés comme Tezuka, et puis ensuite, quand c'est la guerre, il va les dessiner comme une bande dessinée, militaire. Vous savez, les BD de propagande de la Seconde Guerre mondiale qui sont assez fascinants, avec un grain très particulier, les grains très très gros. Et ensuite, il va changer de style au fur et à mesure. Il y a des moments où il va adopter. J'ai parlé de Tezuka, mais ensuite il y a un truc qui est plus proche de Taniguchi. Il y a un moment où il va complètement aller dans le Otomo, et puis ensuite il va revenir à quelque chose de plus américain. Il y a des moments où ça va être vraiment inspiré des comics, et plus particulièrement de Karl Barks et de Don Rosa. Il y a vraiment, c'est extraordinaire. Je l'ai pas encore terminé, mais c'est magnifique, et je pense que c'est une BD qui va compter. Je pense que c'est une BD de concours, quoi. Elle est sortie cette année aux éditions Urban, et c'est vraiment extraordinairement beau, parce qu'en plus c'est créatif. Chaque chapitre est intégré d'une certaine manière, avec une certaine manière de penser sa mise en page en fait. Et c'est gros, c'est épais, mais c'est la BD d'une vie. Et tu vois, si tu peux dire que Mouse, c'est la bande dessinée d'Art Spiegelman et son chef-d'œuvre, je pense que ça, c'est à ce genre de niveau de connaissance de son propre style et de sa propre expertise de l'art de la BD. Charlie Chan Hock Chey, vraiment, il est allé au bout de lui-même, et c'est super. Vraiment, je vous recommande ça. Ça s'appelle Une vie dessinée. C'est un énorme pavé vendu pour à peine 20 euros. Franchement, et c'est beau, et c'est créatif, et c'est super intelligent. Voilà, et en plus c'est sorti en français il y a cette année, quoi. Bah écoute, puisque t'es chaud, est-ce que tu veux te lancer sur ta déception de l'année en matière de BD et bouquins? Qu'est-ce que j'ai lu qui peut me J'ai pas lu le dernier 50 Shades, donc je ne sais pas, je peux pas te dire. Si, en BD j'ai lu. Alors putain, me lancez pas là. Bon, tu l'auras voulu. Bah si, on te lance justement, ou sinon papa peut y aller en premier si tu veux un peu de J'ai temps, lu. Alors je vais le faire en deux parties. J'ai lu un truc qui s'appelle The Button, et c'est le crossover entre Flash et Batman. Et c'est fait pour introduire ce qui va s'appeler Doomsday Clock. Avec Et les Watchmen aussi. Avec l'introduction des Watchmen. Et The Button déjà prépare ça. Il prépare déjà, il y a le fameux bouton de Rorschach qui est déjà là-dedans. Et évidemment, comment ça pouvait être bien, c'est pas possible, puisque on sait tous que, on sait que c'est une catastrophe annoncée. Mais ils auraient pu essayer de faire ça bien. Et là, déjà, t'as un crossover en 4 ou 5 parties où t'as Flash qui se déplace dans l'univers de Flashpoint. Il retrouve l'ancien Batman et il revient, et tout ça n'a servi absolument à rien. Et c'est 4 numéros qui servent à rien, mais juste pour se faire plaisir de réintroduire un peu
pour te faire un peu saliver Doomsday Clock. Et Doomsday Clock, c'est vraiment, oh là là, j'en ai lu un numéro, mais alors c'est vraiment c'est l'impasse créative, puisque en fait il y a un nouveau Rorschach qui arrive dans le monde Marvel en fait, et puis t'as des scènes pathétiques où t'as Superman qui se réveille en disant oh, mais j'ai fait un cauchemar, mais je n'avais jamais fait de cauchemar à ce jour. Et évidemment son cauchemar, c'est les mecs de Watchmen qui tout d'un coup débarquent dans son propre univers. C'est dessiné par un gars qui quand même essaye vraiment de canaliser. C'est Gary Frank au dessin, et Gary Frank il essaye de canaliser à mort le style de Dave Gibbons. Et bon sang, il se fait plaisir et tout, mais ça suffit quoi. Je crois que c'est la 3e fois qu'il le refait, parce qu'il l'a déjà fait. Il le refait régulièrement. Il l'avait fait déjà pour d'autres comics et pour Marvel et tout, un peu du pastiche, tu vois, de Dave Gibbons. Ça n'a pas l'intelligence de Dave Gibbons. Et alors, mais c'est écrit, mais oh là là, c'est vraiment super problématique. Et c'est que le premier numéro. Et je pense, et c'est grotesque en fait. Voilà, c'est un comics grotesque. Et je souhaite bien du courage aux gens. Et je pense que il y a des gens qui peuvent apprécier tout ça, mais je pense que c'est vraiment le miroir aux alouettes. C'est vraiment, on leur donne vraiment ce qu'ils pensaient qu'ils veulent, et c'est horrible. Voilà, je déteste Doomsday Clock dès son premier numéro, tu vois. Voilà. Et c'est une série en 12 numéros, en 8 ou 12 numéros, donc c'est pas fini quoi. Ah ouais, effectivement, on sent bien que c'est pas ton truc. Ah ben non, mais comment tu pouvais croire que les personnages de Watchmen, ça pouvait bien se passer quoi? Comment tu pouvais croire ça quoi? Papa, rapidement, est-ce que tu as un bouquin ou une BD que tu as détesté cette année? Et qui soit pas Johannes Farr. Qu'il ne soit pas Johannes Farr. Ah oui, handicap. Il faut pas que ce soit voilà, Johannes Farr. c'est ça. Si vous me piquez mes marottes aussi, on va jamais y arriver. Est-ce que tu as lu le livre de Laurent Wauquiez? Non, j'ai pas. Putain, idée achat, je regarde Price Minister. Idée cadeau. Je ne suis pas comme Daniel, je ne collectionne pas les livres d'hommes politiques. Attends, peut-être que ta femme t'a prévu un petit Laurent Wauquiez sous le sapin, hein, tu sais pas? Non, mais en fait, non, j'ai pas souvenir d'avoir eu de trucs que j'ai vraiment détestés. Comme dit, comme je prends mon temps pour acheter les trucs, ou généralement, je prends que des trucs qu'on me recommande, et la plupart du temps, cette année, j'ai vraiment eu aucun livre ou aucune BD où je me suis dit, c'est atroce, je vais pas arriver au bout. Voilà, cette année, j'ai pas eu ce sentiment-là. En même temps, j'ai pas trop eu le temps de m'y intéresser plus que ça, mais. Qu'est-ce que tu regardes, Daniel? Alors, sur Price Minister en ce moment, il y a Europe, pourquoi il faut tout changer de Laurent Wauquiez pour 0,90 centimes. Mais est-ce qu'il y a le livre de Eric Brunet, Pourquoi Nicolas Sarkozy va gagner? Non, si, il doit y avoir. Il y a la lutte des classes moyennes de Laurent Wauquiez, un mec qui s'y connaît, pour 3,80€. C'est un livre de 2016. Je crois qu'il est sorti en... Oui, parce que... oui, en 2016, il avait déjà perdu les primaires, donc ça serait un peu con de le sortir en 2017 quand même. Même si, de la part d'Eric Brunet, c'est pas exclure, qu'il soit suffisamment con pour y arriver. Voilà. Mais du coup, ça peut être un très bon livre de light. Voilà, c'est de 2016, mais du coup, voilà, c'est mon livre de light de 2017. Parce que je pense qu'il est plus drôle encore aujourd'hui. Parce que déjà, c'était super drôle quand il l'avait sorti. Je l'ai pas lu en entier, mais j'ai lu quelques... Comment on dit, les bonnes feuilles. Hein, voilà, j'ai parcouru les bonnes feuilles. Et je pense que c'est un très bon livre de la hate. Donc voilà, pourquoi Nicolas Sarkozy va gagner? Bah écoute, il est disponible pour 4,84€. Comme et ça fait 4,84€ de trop, ouais, c'est ça. Ah non, attends, il y a des occasions à partir de 0,90 centimes. Putain, j'ai donné mon tips pour avoir chopé les bouquins politiques pas chers. Tu sais ce que j'ai acheté la dernière fois pour 0,90€, 90 centimes? Non, fais-moi rêver. Rumble in the Bronx avec Jackie Chan. Tu vois, tu soupèses. Ah ouais. Tu soupèses. Mon Jackie Chan mineur préféré. Voilà. Donc Rumble in the Bronx d'un côté, Eric Brunet de l'autre. Qu'est-ce qu'on va choisir pour 90 centimes? Le choix est difficile, hein. Et à toi, Quix? C'est à moi. J'ai une vague idée. J'ai une vague idée parce que je pense que tu l'as teasé à mort sur. Je l'ai teasé à mort. J'en ai parlé au début de l'émission en plus. Voilà. Tu m'en as fait lire des bonnes feuilles. Je l'ai terminé et putain c'était de la merde. J'ai lu Ready Player One, le roman d'Ernest Cline qui va être adapté au cinéma par Steven Spielberg. Et que dire? Alors déjà c'est un bouquin qu'on m'avait vendu à l'époque en me disant ah ouais toi t'es un geek, tu joues aux jeux vidéo, vas-y lis ce livre, tu vas kiffer. Donc je l'avais acheté il y a 5 ans et comme tous les trucs que j'achète je les lis ou j'y joue 5 ans plus tard. Voilà, je me suis enfin penché dessus parce que je me suis dit ce serait bien de le lire avant que le film sorte.
Et bordel, qu'est-ce que c'est nul à Yesh. Donc le principe, c'est que ça te raconte l'histoire d'un type qui vit donc dans les années, c'est en 2040 et quelques, je sais plus exactement quelle date, qui habite dans ce qui s'appelle les stacks, c'est des empilements de mobil-homes, qui donc en fait... c'est les quartiers pauvres où on empile des mobil-homes pour que les gens habitent là-dedans, et il a un peu une vie de merde, et sa seule évasion, c'est ce qui s'appelle l'Oasis. Et qu'est-ce que c'est que l'Oasis ? C'est un monde persistant virtuel auquel tu accèdes avec ton casque de réalité virtuelle, avec tous tes équipements haptiques, si t'es fortuné évidemment. Donc tu peux te mettre tes deux gants, tu peux mettre des combinaisons intégrales pour te faire ressentir les choses sur tout le corps. Et l'Oasis, qu'est-ce que c'est ? Bien, l'Oasis, c'est l'œuvre d'un homme qui s'appelle James Halliday, à ne pas confondre avec un chanteur bien connu qui a décédé récemment. Et ce James Halliday, en fait, voilà, c'est une sorte de Bill Gates du jeu vidéo, le type qui un jour a créé l'Oasis. En fait, c'est plutôt un Steve Jobs du jeu vidéo, mais c'est celui qui programmait. C'est ça qui est assez rigolo, c'est que t'as un parallèle qui est fait, parce que quand le type a monté sa boîte, il l'a fait avec un pote à lui, et puis finalement ils se sont brouillés, et le gars a continué tout seul. Sauf que là, dans ce cas-là, James Halliday, c'était lui le programmeur. Et donc il a créé l'Oasis. L'Oasis est un environnement virtuel persistant gigantesque, avec des univers multiples au sein même de l'Oasis, avec des planètes que tu peux explorer, des planètes à thème. Alors t'as une planète qui est dédiée au JDR, qui s'appelle la planète Gigax, comme Gary Gigax. Tu as la planète Zemeckis. Qu'est-ce qui se passe sur la planète Zemeckis ? Mais c'est toujours, tu vois, c'est fait avec... On revient vers le futur, c'est ça ? C'est ça. C'est toujours fait avec la finesse et la légèreté d'un mammouth de Far Cry Primal. Et surtout, il y a quoi sur la planète Laurent Wauquiez ? Je suis pas allé voir. Et le truc qui évidemment cristallise les critiques, c'est que c'est pas que c'est archi référencé, c'est que c'est un putain de bouquin de trivia, quoi. Le type aurait appelé ça les 1000 anecdotes sur les jeux vidéo de l'Atari 2600 dont t'as rien à foutre. Et ben le titre, il aurait aussi convenu. Le gars se tripote en permanence, et en fait c'est ça, c'est 300 pages de l'auteur qui se masturbe à te raconter les trucs qu'il a kiffé quand il avait 8 ans. Et c'est insupportable. Le type se branle, mais vraiment littéralement, à te balancer des anecdotes à la con sur des jeux Atari 2600 dont t'as rien à foutre. Il y a un passage, c'est 2 pages du personnage principal qui fait un concours de quéquette avec un personnage mineur qui d'ailleurs ne reviendra plus jamais et aura quasiment plus aucune incidence ensuite, pour échanger leurs connaissances sur un jeu qui s'appelle Sword Quest. Et tu vois, tu te dis, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de savoir ces trucs-là ? Mais pourquoi les mecs savent ça ? Et alors, pourquoi ils savent ça ? C'est parce que le pitch de départ, c'est que James Halliday, donc le concepteur de l'Oasis, meurt et met en place un espèce de jeu de piste pour trouver un œuf qui est donc un easter egg, et cet œuf leur donnera donnera à quiconque le trouvera une immense quantité de fric et le complet contrôle de l'Oasis. Et pourquoi c'est important ? Eh bien parce qu'une société qui s'appelle EOE Industries... il l'a pas appelé Blur du coup ? Non. Ça aurait été sympa du coup. Et une société qui est une sorte de gros conglomérat, un peu à la Microsoft de l'époque, quand on pensait que Microsoft allait dominer le monde. Vous savez, dans genre à la fin des années 90, quand Bill Gates était décrit comme étant le grand Satan, bah là c'est un peu la même chose avec cette boîte qui veut prendre le contrôle de l'Oasis. Et évidemment pour les gens qui utilisent l'Oasis toute la journée, bah faut surtout pas que cette corporation tombe dessus, parce que sinon ils vont annuler la neutralité du net et ils vont se mettre à rendre payant des trucs qui jusqu'ici étaient gratuits. Et donc c'est pour ça que notre héros veut absolument pas laisser la méchante corporation prendre le contrôle de l'Oasis. Et putain, c'est tellement laborieux à lire, c'est écrit avec le cul, c'est bourré d'anecdotes dont t'as rien à foutre. Et puis au bout de 300 pages de masturbation intense, de références à Joust, à Black Tiger de Capcom, à Tempest, et ben t'as enfin l'histoire qui se met un petit peu à bouger, parce que l'éditeur a dû dire à l'auteur, bon c'est bien gentil ta branlette, mais il y a un moment faudrait que l'histoire elle avance. Et là t'as un rush de 70 pages pour faire avancer enfin l'intrigue, et pouf, ça se finit en autre boudin. Enfin ça se finit un peu comme tu savais que ça allait se finir, avec donc un personnage principal insupportable qui évidemment se tape la meuf à la fin, alors qu'il s'est comporté mais comme le pire des connards et des stalkers pendant tout le livre, qu'à un moment elle refusait même de lui parler parce que le type, tu te rendais bien compte à quel point c'était un crétin fini. Enfin tu te dis mais qu'est-ce que je viens de lire quoi. Tu te retrouves avec en fait c'est un mélange entre, c'est quasiment l'histoire de Tron mixé avec un bouquin d'anecdotes de jeux Atari 2600. En gros, c'est la meilleure explication que j'ai à donner, avec un auteur qui, pendant tout le livre, se prend pour James Halliday, donc le personnage dont les héros du livre ont
ont appris à aimer ces obsessions, puisque on t'apprend dans le livre que le type est fan de Wargames et qu'il est fan de Sacré Graal des Monty Python, donc les héros ont vu 157 fois Wargames et 87 fois Sacré Graal. C'est à se demander comment il fait le type pour occuper ses journées, parce que le héros, c'est un pro de quasiment tous les jeux vidéo dont était fan l'autre mec, James Hallyday. Il a vu minimum 70 fois chacun de ses films préférés, il a regardé 45 fois toutes ses séries préférées, il a lu tous les livres préférés, enfin tu te dis mais quel est le but de tout ça? Et ça ne te raconte rien, ça n'a mais absolument rien d'intéressant à t'apprendre, c'est de la grosse merde. Et maintenant que j'ai vu le trailer du film de Spielberg, je peux le dire, je pense que Spielberg a pris le truc de départ en se disant ouais, il y a de l'idée là-dedans, et a détesté tout le reste, parce que quasiment rien de ce que tu vois dans le trailer n'est dans le livre. Toute l'espèce de course de bagnole qu'on te tease, c'est pas dans le livre. Alors oui, dans le livre, il a une DeLorean, mais alors le gag, c'est que sa DeLorean, il l'a améliorée en mettant la lumière rouge de Kit à l'avant et en mettant les autocollants de Ghostbusters sur les portières. Et ça t'est décrit sur une demi-page, et ensuite la DeLorean, tu n'en entends plus jamais parler. C'était juste histoire de dropper, ah ouais, j'ai une DeLorean avec la lumière de Kit et avec des autocollants de Ghostbusters. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre, tu vois, ça ne sert à rien. Et c'est comme ça du début à la fin sur 300 pages. Donc j'espère que le film va prendre énormément de liberté avec le livre, parce que ça pourra difficilement être pire de toute façon. Si jamais on vous dit, toi t'es un geek, il faudrait que tu lises Ready Player One, mais franchement, n'écoutez pas les gens qui vous recommandent ce roman, c'est de la grosse merde. J'ai fait un peu long, mais il fallait que je dise tout le dégoût que m'a donné ce bouquin de daube, c'est vraiment de la grosse daube. Bah écoute, du coup je suis content, parce que ça veut dire qu'on n'a pas parlé de, vous connaissez peut-être le dernier, Johann Sfar. Son roman où il parle de comment il a pécho sur Facebook. C'est vrai qu'on n'en a pas, mais je l'ai pas lu, hein. Tu l'as lu? Non, alors j'en ai lu les bonnes feuilles, mais on peut pas mettre une critique sur les bonnes feuilles. Mais c'est con qu'on l'ait pas lu, parce qu'on aurait tous adoré y être. Écoute, tu vas peut-être, tu sais, après avoir read Ready Player One, je peux peut-être me farcir le Johann Sfar, je ne sais pas. Non, mais attends, faudrait le trouver pour pas cher ou quelque chose. Tu peux pas faire ça, quoi. C'est vrai que ça fait, j'aurais peut-être évité. Est-ce que on n'aurait pas fait le tour maintenant? On a fait les BD, on a fait le ciné. Je crois qu'on a fait un peu tout quand même. On a fait les personnalités. On a été synthétique, court et concis. Est-ce qu'on est d'accord? Ça, j'apprécie. Surtout sur Ready Player One, j'ai su bien être court et précis. Surtout quand on garde à l'esprit qu'il est 3h du matin là. Est-ce qu'on est d'accord que le mème de l'année c'est je suis pas venu pour souffrir, ok? Ou est-ce que non, pas du tout. Ah, c'est lequel? Alors, c'est le Turc qui sale la viande? Ah non, moi le mail de l'année, c'est Richard Spencer qui se prend un pain dans la gueule qui est remonté sur Phil Collins. Oh mais oui. Putain, alors oui, tu sais quoi, très très bon. Voilà, moi j'allais dire le mème de l'année, c'est Richard Spencer qui se prend un pain sur Blue Monday de New Order. Donc ouais, mais je préfère sur Phil Collins, parce que les percus de Phil Collins quand même c'est quelque chose, quoi. Donc voilà. Attends, mais la percu du début de Blue Monday, mec. Franchement, c'est quoi? J'ai envie de me le revoir juste là, rien que de le dire. Le mème de l'année, c'est Richard Spencer qui se prend une baigne dans la gueule et qui est remonté sur la chanson de votre choix. Voilà. Si jamais, alors d'ailleurs je lance un appel aux auditeurs, si jamais cette baigne de Richard Spencer n'a pas été remontée sur les percussions que vous aimez, vous m'envoyez un message, je le fais pour vous spécialement. Je vous le fais, je vous remonte Richard Spencer qui se prend une baigne sur l'entrée de la batterie dans Song for the Dead des Queen of the Stone Age. Il y a aucun problème, je fais ça gratuitement, c'est par plaisir et parce que je pense que ce genre d'image doit être partagé. C'est vrai j'ai envie de le regarder rien qu'en le disant. Bon, je pense qu'on a fait le tour, les gars. On va juste faire un mini topo où on en est. Papa, où peut-on te retrouver? Eh ben écoute, parce qu'on fait pas de reco, on est d'accord, on fait pas de reco. On fait pas de reco, oui. Ah je pense que t'avais de reco? Non. Je veux dire, on a fait les recos même du futur, enfin les BD qui vont sortir. Allez, vas-y. Voilà. Papa. Donc sur Super Ciné Battle, on a publié un épisode de Noël avec du lourd. C'est vrai, du lourd. Enfin, à l'heure où on parle, il faudrait que je le monte et je sais pas quand est-ce que j'aurai le temps. Il va être monté parce qu'il va être prêt pour lundi, je le sais, Daniel. Comment je pourrais? Il faudrait que je ne veux pas le savoir. Mais ça voudrait dire que vous voulez sortir Super Ciné Battle en même temps que cet After Eight? Non, mais non, Super Ciné Battle c'est lundi. On va en discuter. Ah oui, donc il y a 2 jours d'écart. Non, je crois qu'on va pas
y arriver. On va faire passer cet After Eight en privé. Regarde ça, tu vois comme il est, Daniel, il veut que moi je me crève le cul à monter Oui, l'épisode c'est en ça. 2-2 pour pouvoir le publier mercredi, mais par contre lui, oh non ça va, il va boire du ratafia et il va manger de la raclette, il va pas... faut pas Ah. Non, s'il mais vous c'est plaît. ça, c'est scandaleux, c'est scandaleux. Et continue alors ton. Donc, Super Ciné Battle, parle à mon Luc, où on attend toujours l'arrivée de Pascal Grégory dans nos Et alors émissions. sur le compte Je vais le Parle à redire à épisode chaque 3, émission. hein. Sur le Voilà. compte Twitter de L'invitation est Parle à mon lancée, Luc, hein. sur le compte Parle à mon Luc de Twitter. Alors en plus, ce qui est génial, c'est qu'il a détesté son expérience. Il y a. Oui, mais justement, en plus, faut qu'on en parle. Nous aussi, nous aussi. Il faut qu'on parle de Pascal Grégory et sur le compte officiel de Parle à mon Luc, on a recensé les meilleures photos de sa gueule. C'est ça. Et ça veut dire qu'il y a l'un d'entre nous qui s'est quand même retapé le film pour voir les passages de Pascal Grégory. Je lui dis bravo. Parce que Merci. c'était pas moi non plus. Merci, Et, merci. Et j'en avais d'autres, hein, mais je me suis dit, allez, 8, ça sera suffisant. Voilà. Et du coup, Gamecult aussi, évidemment, et Sens Critique, sur Sens Critique, plugin papa, et Twitter, @gk plugin baby. Oh putain, je suis claqué. Bon, il est quoi, 3h du mat, ça va? Oui, ça va le faire. Ouais, mais il est dans la cave. N'oublie pas. Ah Benjamin oui, François c'est et toi. vrai. C'est vrai que lui, il se les gèle depuis 2 heures. Bah écoute, moi sur Twitter, KWXZ, sur Gamecult sur les forums, et évidemment Parle à mon Luc. Et on peut le dire, on a envie de vous faire plaisir, et on sait que potentiellement à Noël, certains d'entre vous peut-être vont recevoir un film de Luc Besson en cadeau. Et donc qu'on peut peut-être faire quelque chose pour vous. Peut-être. Donc voilà, on y pense, on va faire film de qui notre est- mieux. C'est quoi déjà l'accroche entre Star Wars et le Seigneur des... Non, c'est quoi déjà l'accroche Quelle accroche? Ah, je- Mais sur, Je ne- au supermarché. De quoi parles-tu? Si tu Je l'achètes. sais pas. Ah d'accord. Au supermarché, il y a marqué entre Star Wars et Star Trek, enfin un truc incroyable. Quoi. Juste entre les deux. Ah oui, quoi, d'accord. juste- voilà, Pile juste au là. milieu. Juste pilote. Ah, sur non, la fesse entre- droite, voilà, sur la fesse entre droite, c'est Star Star Wars Wars, et Matrix, sur la fesse voilà, gauche, c'est c'est Star ça. Trek, et pile au milieu, c'est ce film-là. Donc, et c'est à peu près tout pour moi. Voilà. Donc, pour parler à mon Luc, on va essayer de faire de faire au mieux pour vous, parce qu'on pense à vous, parce qu'on vous aime. Daniel, où peut-on te retrouver? Sur Gamecult, où j'ai un article sur Chikyobo Gun, donc Earth Defense Force 5, et en plus, comme papa, j'ai ma Select cette année dans leur page. Mais bon, vous n'aurez aucune surprise puisque c'est à peu près ce que je. Oui, globalement, on en a parlé. Ce dont on a parlé, et en plus, on l'a dit, on l'a exposé de vive voix. C'est mieux que 7 caractères, n'est-ce pas? Et mais bon, vous pouvez aussi le retrouver, c'est pas grave. Putain, il vous a donné 7 caractères, Yukishiro, de plus en plus 7 radin, lignes, sans 7 déconner. lignes, 7 lignes. Ouais, mais j'ai triché, moi j'ai mis en police 3. Et du coup, je vais bien niquer sa gueule. Oui, comme il sait pas compter. Et comme il s'est fait avoir, oh trop bien, puis après il repasse, il se retrouve avec 20 000 signes. Mais sinon aussi After Eight, Super Ciné Battle, Parle à mon Luc, et MDR qui va reprendre la saison prochaine, donc dans 2 semaines j'imagine. Ah bah, dont vous avez sorti un best-of que j'encourage tout le monde à écouter. Voilà, un best-of, on mettra le lien dans le... Puisque c'est la fin d'année, c'est l'époque des best-of, au cas où vous le sauriez pas d'ailleurs. Et en plus faudrait on l'a qu'on fasse fait un After avec Eight mes best-of. camarades, il y avait Virginia Dan, il y avait Max Besnard et Vincent Manilev. On s'est vraiment bien marré puisque c'est un peu, on a fait nos up-downs, et alors c'est un peu comment dirais-je, les montagnes russes émotionnelles quoi. On passe d'un truc vraiment bien à un truc vraiment relou. Et en plus on dit pas exactement les mêmes choses que ce que il y a aussi dans mon article Slate, donc le meilleur du pire des comédies françaises, qui est publié depuis 2 jours maintenant, et je suis très content de vos retours. C'est toujours très gentil parce que c'est comme si un peu les gens attendent ça. Genre ils disent c'est Noël, c'est bientôt le moment des le meilleur du pire des comédies françaises. Ça me touche énormément. Sachez que, et c'est bizarrement, alors que c'est quand même un article à moitié de hate, à moitié d'amour, j'ai quand même assez peu de haters qui disent. J'en ai eu un qui m'a dit, c'était un fan de Cyril Hanouna qui disait oh là là, franchement il faudrait faire un best-of des critiques de comédie française. Oui, je l'ai vu lui. Un fan de Cyril Hanouna, quoi. Un fan de Je Cyril vois Hanouna. le commentaire, et d'autres- je clique sur son compte, je vois que c'est un fan de Hanouna. J'ai dit ok, c'est et bon. d'autres choses encore moins respectables, mais nous avons dit plus de politique. Génie Bastier. Voilà. Et vraiment, donc c'est pour le principal, c'est dans ces médias. Et surtout, on va vous remercier. Nous enregistrons juste avant Noël, mais pour vous c'est déjà passé. On espère que vous avez passé, que vous passez des bonnes fêtes, que vous êtes dans vos familles, qu'il fait chaud, et que surtout que vous mettez After Eight et Super Ciné Battle très très fort dans l'autoradio
Infligez-le à vos familles. pour assourdir l'oncle raciste, ouais, voilà, faites-le partager autour de vous. Voilà, que vous pensez. D'ailleurs, on va faire un décompte de 10 jusqu'à 0. Comme ça, vous pouvez mettre cet épisode pour le nouvel an. Vous le calez juste 2 heures avant. Très très bonne idée, très très bonne idée. Donc, on vous remercie beaucoup de nous suivre et je vous souhaite de très bonnes fêtes et à vous les loulous. Eh bien, ciao à tous. Et je vous souhaite également de bonnes fêtes, un très joyeux Noël, puisque c'est passé maintenant une bonne année. Et on se retrouve en 2018 pour plus de hate. Très bonne fête à vous tous. En plus, sur les mecs, vous aimez pas l'argent, j'ai compris, alors c'est bon. Hein. Et vous me cassez les couilles là. Et j'aurais pu me payer une maison pendant ce temps. Et puis maintenant, vous me donnez envie de vous enculer par derrière. Très très bien, très très bien, très très belle bon. imitation. Très 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 bon. Très belle imitation. Mais papa, tu parles de politique, tu cherches à faire le buzz. Eh bien non. Eh bien.